Bonsoir messieurs, dames, bonsoir à tous. Bienvenue à la 153e émission du Conseil scientifique indépendant. Nous sommes, je vous le rappelle, une agora de chercheurs, de médecins, de scientifiques, d'intellectuels qui essayent de penser un petit peu le monde dans lequel nous sommes, beaucoup sur les questions de santé, mais pas seulement, et avec une marque de fabrique qui est notre totale indépendance, l'absence de tout conflit d'intérêts, en particulier avec le pouvoir politique ou avec les industries, notamment pharmaceutiques pour les questions de santé. Alors nous avons ce soir une émission fort intéressante et bien d'actualité consacrée à la vitamine D. Dans cet automne quasi hivernal, il est plus que bienvenu. Pour la petite anecdote, et ça parlera, je pense, un petit peu à tout le monde, hein, lorsque j'étais enfant, mon père médecin nous donnait à tous à boire de l'huile de foie de morue à la fin de l'automne, au début de l'hiver, en grande quantité. C'était pas très agréable, mais on comprend bien l'idée. Donc c'est autour de ces questions évidemment qu'on va discuter, et c'est l'occasion de dire aussi, on est nombreux à le penser évidemment, mais je veux dire en tout cas en ce qui me concerne, mon effarement devant le fait que la vitamine D ait été absolument absente de toute forme de recommandations médicales durant toute la crise du Covid, alors qu'il semblerait quand même que ce soit d'un petit peu les bases d'une certaine santé individuelle, on va dire. Voilà, alors pour cette soirée, nous allons accueillir trois intervenants. D'abord, notre intervenant principal, qui est le docteur Eric Ménat. Bonsoir Eric. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Ravi d'être parmi vous ce soir pour évoquer ce sujet qui pour moi est passionnant, qui est la vitamine D. Effectivement, ses rôles en termes de santé, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens de comprendre les différents rôles de la vitamine D et puis aussi l'absence de recommandations, comme tu le disais, et finalement des questions d'éthique qui se soulèvent derrière cette espèce de silence assourdissant des agences de santé, que ça soit pendant le Covid, mais pas seulement. On verra que on est vraiment surpris de l'absence de considération pour cette vitamine, mais je vais essayer de vous expliquer certaines des raisons. Merci beaucoup. Tu es médecin généraliste, Eric, hein, je rappelle pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu le teaser. Alors, pour discuter avec toi, deux autres intervenants ce soir. Jean-Marc Sabatier. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir, bonsoir à Jean-Marc tous. Sabatier, qui est directeur de recherche au CNRS et spécialiste notamment en microbiologie cellulaire. Également le docteur Vincent Reliquet. Bonsoir Vincent. Bonsoir messieurs. Voilà. Que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous également par ailleurs, par le biais de l'AMCIB, l'association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. J'ai bon? Parfait. Très bien. Écoutez, comme la Évidemment, soirée. programme vitamine D exceptionnellement important, intéressant. Je suis ravi le plateau est magnifique, sauf moi, mais vous trois, je suis ravi de participer à cette émission. Voilà. Et je félicite les gens du CSI 153, c'est quand même gros respect. Gros respect. Bravo, messieurs. Merci beaucoup. Bon, ce soir, il n'y a que des messieurs, mais il y a aussi beaucoup de dames dans le CSI. Voilà, on en profite pour les saluer. On n'a rien calculé spécialement. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, parce que le programme est assez chargé, vous avez beaucoup de choses à nous dire et on attend ça avec grande impatience. On va tout de suite attaquer avec la présentation d'Éric Ménat. Ça marche. Merci Joël pour gérer la technique. Et écoutez, si on n'a pas réussi à la parité entre les sexes ce soir, on a au moins une parité entre les scientifiques du CNRS et les médecins cliniciens. Donc, je pense que ça va nous faire une soirée tout à fait passionnante. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu plus comment fonctionne la vitamine D et je vais être relativement simple, vous allez voir. J'espère que je serai clair aussi. J'ai quelques diapos à vous présenter. Sur certaines, j'irai un peu vite. J'ai appelé la vitamine D la grande négligée parce que vous allez comprendre que effectivement, malheureusement, elle est particulièrement négligée par à la fois nos experts et par les agences de santé qui ne nous donnent aucune recommandation, comme on l'a dit en introduction. Alors, une des raisons, c'est probablement que ce mot vitamine est très restrictif et peut expliquer une partie de la situation. Alors,
le papa de Laurent lui donnait de la vitamine D l'hiver, en tout cas de l'huile de foie de morue, parce que il avait compris que c'était très utile pour l'immunité. Mais honnêtement, la vitamine D, c'est d'abord la vitamine de l'os. Ça, tout le monde le sait, celle de la croissance. Et j'ai fait une diapo. Alors, il y a un petit peu de texte, vous le lirez tranquillement, mais c'était pour rappeler deux choses. D'abord, il n'y avait pas de rachitisme chez les Égyptiens ni chez les Grecs. Donc, manifestement, le rachitisme est apparu, d'après les recherches évidemment anthropologiques et archéologiques, au niveau de l'Empire romain et uniquement dans les grandes villes. Et on peut constater qu'effectivement, c'est une maladie des grandes villes, c'est-à-dire des personnes qui vivent enfermées. À l'époque, bien sûr, on ne connaissait pas la vitamine D. Elle a même été reconnue très tardivement. On a d'abord découvert que l'huile de foie de morue pouvait traiter le rachitisme. On pensait que c'était parce qu'elle était riche en vitamine A. Et c'est seulement au début du siècle dernier, il y a même pas un siècle, 90 ans, en 1934, que on a isolé la vitamine D3 de l'huile de foie de morue. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à étudier cette vitamine et essayer de comprendre son action. Mais à l'époque, c'était la grande époque des vitamines et on a appelé ça la vitamine D3. Malheureusement, ce n'est pas une vitamine. Une vitamine, c'est un produit qu'on n'est pas capable de fabriquer et qui sert de cofacteur à un certain nombre de réactions. Je résume évidemment, hein. Or, la vitamine D, on est capable de la fabriquer et surtout, elle va avoir une action qui n'a strictement rien à voir avec les autres vitamines. C'est une molécule, la vitamine D, qui va pénétrer dans notre noyau cellulaire. C'est, je crois, unique dans le cadre de ce qu'on appelle les vitamines, pour inciter la cellule à fabriquer des protéines. Et c'est donc quelque chose qui est très différent d'une vitamine. Sauf que dans l'inconscient médical général, ça reste juste une vitamine. Et pour beaucoup de médecins, une vitamine, ça soigne pas, ça sert juste un petit peu à corriger des carences. Et surtout, beaucoup de médecins croient que ça ne sert que au rachitisme. De fait, comme il n'y a plus de rachitisme, pourquoi donner de la vitamine D à la population? C'est tout à fait curieux comme réflexion, puisque si on fait une recherche sur Medline, c'est le grand site qui reprend toutes les études publiées dans le monde officiellement, on a plus de 100 000 études sur la vitamine D. Et je vais surtout pas vous les détailler, vous imaginez bien, mais je vais juste lister toutes les pathologies dans lesquelles l'efficacité, l'action de la vitamine D est prouvée. La croissance, bien sûr, la réparation osseuse, si vous vous cassez, c'est important de ne pas avoir de carence en vitamine D. C'est évidemment un traitement essentiel de l'ostéoporose, ça en général tout le monde le sait, mais c'est aussi un traitement préventif des infections hivernales, très utile en ce moment. Les médecins qui ont compris ça donnent beaucoup de vitamine D en ce moment à leurs patients, on y reviendra. C'est un grand régulateur de l'immunité et du coup, non seulement ça aide notre système immunitaire à se défendre contre les virus, donc ça le stimule, mais ça aide aussi à lutter contre les maladies auto-immunes et les maladies allergiques. C'est donc plus un régulateur de l'immunité que juste un stimulant. Ça, c'est ce qui fait vraiment la particularité de la vitamine D. Elle aurait des rôles dans la sclérose en plaques, dans les maladies inflammatoires chroniques, dans la fibromyalgie, et c'est la vitamine anti-cancer. Il y a des milliers de preuves qui montrent que les gens qui ont des carences en vitamine D font plus de cancer, que les gens qui ont des vitamines D plus élevées font moins de récidives de cancer quand ils ont déjà eu un cancer, etc., etc. C'est prouvé dans tous les sens. Et curieusement, les oncologues ne donnent pas de vitamine D à leurs patients. Et peu de médecins donnent de vitamine D en prévention des cancers quand on a des patients qui ont des situations à risque. C'est tout à fait incompréhensible, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de recommandation. Alors, il est prouvé que c'est indispensable pendant la grossesse, aussi bien pour la mère que le fœtus. Et paradoxalement, les apports quotidiens recommandés sont plus faibles chez la femme enceinte. On n'a jamais compris pourquoi. C'est une des curiosités des recommandations. Donc, je vous l'ai dit, l'asthme, les allergies, le psoriasis. On a même montré que la vitamine D pouvait avoir une action sur les maladies neurodégénératives et on envisage que ça pourrait avoir une utilité pour réduire le risque de maladie d'Alzheimer. On sait que ça a un effet pour la prévention du déclin cognitif chez le sujet âgé. Les patients, les personnes âgées qui sont carencées en vitamine D ont un déclin intellectuel, un déclin cognitif, un vieillissement cérébral qui est accéléré.
On a montré également que la vitamine D impactait les états anxio-dépressifs. Bien sûr, à elle toute seule, elle ne va pas soigner une dépression, mais elle est très importante pour ces situations. On sait aussi que les antiépileptiques vont piéger entre guillemets la vitamine D, et les gens qui sont sous antiépileptiques ont des besoins en vitamine D accrus. Elle est utilisée pour la prévention des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc., et des troubles du rythme cardiaque, des pathologies qu'on retrouve aujourd'hui énormément. Bien. Pour finir, cette liste non exhaustive, il a été montré que les carences en vitamine D augmentaient le risque de TDAH chez l'enfant, c'est-à-dire de troubles du comportement, d'hyperactivité et même de dyslexie. Vous voyez l'importance de donner la vitamine D aux femmes enceintes, de donner la vitamine D aux enfants. Les pédiatres, en général, ont des recommandations qui sont assez bonnes pour cela. Faut-il encore qu'elles soient suivies par les médecins qui suivent les enfants? Et malheureusement, ces recommandations chez les pédiatres vont jusqu'à 18 ans, mais en réalité, la plupart du temps, elles s'arrêtent à 3 ans. On a beaucoup d'enfants qui reçoivent de la vitamine D jusqu'à 3 ans et puis ça s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'il y a des recommandations officielles jusqu'à 18 ans pour la croissance. Avec cette liste de pathologies, vous comprenez que la vitamine D n'est pas une vitamine. Certains parlent de pré-pro-hormone, et même ce terme n'est pas tout à fait exact et même un peu restrictif. Vous avez compris que c'est une action très large, euh, très centrée sur le système immunitaire quand même, mais qui va bien au-delà même de l'immunité. Bien. Alors, juste cette diapositive pour vous résumer ce que je vous ai dit. La plupart des vitamines sont des cofacteurs de réaction chimique. La vitamine D, elle, que je vais continuer à appeler vitamine D parce que c'est son nom, mais qui est bien autre chose qu'une vitamine, va se fixer sur ce qu'on appelle un récepteur nucléaire, donc du noyau de notre cellule. Donc ça veut dire qu'elle rentre dans la cellule, elle va jusqu'au noyau pour se fixer grâce au récepteur à la vitamine D, qu'on appelle le récepteur à la vitamine D, et ensemble, ils vont pénétrer dans notre noyau pour aller moduler l'expression des gènes. Et vous savez, parce que tous ceux qui suivent nos émissions régulièrement savent l'importance de la modulation de l'expression des gènes. C'est ce qu'on appelle aussi l'épigénétique. On a des gènes, ils ont des forces, ils ont des faiblesses, mais on peut moduler l'expression de ces gènes dans un bon sens ou dans un mauvais. La vitamine D nous sert à moduler l'expression de nos gènes dans le sens de la santé, entre autres pour notre immunité. Alors, tout ça nous amène à une étude de 2022 qui montre que globalement, c'est clair, si vous êtes carencé en vitamine D, vous avez une espérance de vie réduite. Le risque de mortalité dans l'étude que je cite ici était plus élevé de 36%. Le risque de mortalité était plus élevé de 36% chez les personnes qui étaient carencées en vitamine D. Et cette étude montrait plus précisément que les carences en vitamine D augmentaient la mortalité par cancer, par maladie cardiovasculaire et par maladie respiratoire. Voilà. Étude récente, comme vous le voyez, 2022. Donc, on s'attend évidemment qu'à travers toutes ces études, 100 000 études, augmentation de la mortalité, qu'on ait des recommandations des agences de santé qui disent aux médecins, surtout donner de la vitamine D aux patients en prévention pour corriger les carences. Et puis, rien du tout. Il n'existe aucune recommandation aujourd'hui, en tout cas chez l'adulte, et je le préciserai un peu plus tard dans le diaporama. Donc, je voudrais juste vous rappeler quelques petits éléments, on va dire techniques, scientifiques, mais je vais vous rappeler 2 éléments importants. La première, c'est qu'on est capable de fabriquer de la vitamine D grâce au soleil. Je pense que vous le savez tous. Ce schéma un peu grossier, nous rappelle que grâce aux UV, la peau va fabriquer cette fameuse vitamine D3. Ça veut dire que celle qu'on a en goutte, qui est la vitamine D3, c'est aussi celle que notre peau fabrique. Mais cette vitamine D3, pour qu'elle puisse fonctionner, elle doit ensuite passer par le foie. Et là, on obtient une molécule qui s'appelle le calcifédiol. Puis ce calcifédiol va aller dans le rein pour arriver à une forme qu'on appelle le calcitriol, qui est la forme active. Ça veut dire que pour fabriquer de la vitamine D, on doit avoir un foie en bonne santé et un rein en bonne santé. Et tout ce fonctionnement est très complexe, fait appel à de nombreuses réactions qui sont sous la dépendance de notre génétique. Et on sait que les personnes qui ont certaines mutations génétiques, certaines, je dirais,
anomalies ou différences de fonctionnement dans leur métabolisme peuvent mal fabriquer cette vitamine D active, ce calcitriol que vous voyez ici à la fin de la chaîne. Ça veut dire que même s'il existe du soleil, que même si vous vous exposez beaucoup, bah, peut-être que vous ne fabriquerez pas de vitamine D active. Ça veut dire aussi parfois que quand vous prenez de la vitamine D3 en gouttes, bah, peut-être que vous avez du mal à fabriquer la vitamine D3 active et on y reviendra. Pour votre culture et votre compréhension de ce que je vais dire après, quand on dose la vitamine D, on dose ce calcifédiol, c'est-à-dire cette molécule qui est intermédiaire, c'est celle qui sort du foie et qui doit encore aller vers le rein. On dose cette molécule parce que c'est celle qui a la demi-vie la plus longue, donc le dosage est plus fiable. Alors, tout ça veut dire qu'on a des très grosses différences entre les individus quant à l'absorption, la fabrication et l'utilisation de la vitamine D. Ça dépend bien sûr de notre couleur de peau, de notre zone géographique. Est-ce qu'on est dans un pays ensoleillé ou pas, du temps d'exposition, est-ce qu'on vit dehors, est-ce qu'on vit dedans. Toute cette synthèse qui est sous dépendance qu'on appelle des cytochromes, c'est-à-dire de notre génétique, parce qu'on a tous des cytochromes P450 qui sont différents, qui sont plus actifs chez certains, moins actifs chez d'autres. Ce polymorphisme, on appelle ça le polymorphisme génétique, nos différences modifient donc nos capacités de fabriquer cette vitamine D active. On a aussi des polymorphismes au niveau du récepteur, ce récepteur qui permet à la vitamine D de rentrer dans la cellule. Et quand on a un récepteur qui fonctionne mal, eh bien, on aura intérêt à avoir plus de vitamine D. Et tout ça est sous la dépendance d'autres éléments. Je veux juste d'autres hormones en particulier, je ne rentre pas dans les détails, mais je veux juste rappeler une chose qui est très souvent oubliée par les médecins et complètement négligée par les recommandations, c'est que la vitamine D est une vitamine liposoluble et que si vous êtes en surpoids, vous allez stocker une partie de la vitamine D dans vos cellules graisseuses, elle va y être piégée et on sait, ça a été prouvé là aussi largement par les études, que les gens en surpoids, les gens obèses, ont des besoins augmentés en vitamine D, qu'il faut leur donner une double dose, ce qu'il n'est jamais fait. Et on sait bien qu'il y a aussi des enfants qui sont en surpoids et donc ces enfants ne vont pas recevoir la bonne dose de vitamine D. Alors, tout ça veut dire que chez un individu donné, il est impossible de connaître son besoin d'exposition au soleil et ses besoins alimentaires en vitamine D. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut faire que monsieur Dupont ou madame Durand aura assez de vitamine D grâce à son exposition au soleil et à son alimentation. La seule façon de savoir si un patient donné a un bon taux de vitamine D, a un bon apport en vitamine D, une bonne synthèse de vitamine D, c'est de vérifier son dosage sanguin. Donc, on sait doser la vitamine D, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la molécule, on dose la molécule qui sort du foie et on sait le faire parfaitement, c'est tout à fait fiable, tout à fait reconnu, toutes les études d'ailleurs se servent de ça et pourtant, c'est pas fait. C'est pas fait alors que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, nous dit clairement, officiellement, d'après ses études sur la population française, que les Français consomment 5 fois moins de vitamine D qu'ils devraient. Pourquoi? Parce que la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble qui ne se trouve que dans les graisses. C'est une vitamine essentiellement animale. Donc, elle se trouve dans quoi? Dans le foie, dans les œufs, dans le beurre, dans des aliments gras que les gens ne mangent pas forcément beaucoup pour faire attention à leur poids ou parce qu'ils n'aiment pas ou parce qu'ils ne les tolèrent pas. Et de toute façon, dans les poissons aussi, je crois que je ne les ai pas cités, et de toute façon, ce n'est pas des aliments qu'on consomme en grande quantité. Donc, c'est normal que notre alimentation soit plutôt carencée en vitamine D, les études le prouvent. De fait, pourquoi ne dose-t-on pas la vitamine D? Alors, pour que vous compreniez la suite, je vous ai mis à l'écran les dosages les valeurs, pardon, les valeurs normales ou anormales de la vitamine D. La valeur minimale, c'est celle-ci, 30 nanogrammes par millilitre. Il faut absolument être au-dessus de 30. On dit qu'il y a une carence quand on est entre 10 et 30 et une carence majeure en dessous de 10. Mais les études, j'y reviendrai pour certaines, nous disent que la valeur optimale, c'est plutôt 50. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur ce chiffre, mais en tout cas, tout le monde est d'accord sur le fait que la norme, c'est au moins 30.
sincèrement, c'est 50, vous le verrez tout à l'heure. Et la toxicité, le risque d'excès est très très loin puisque c'est 150. Je vous ai mis à la fin de la diapo un petit rappel parce que certains laboratoires donnent les valeurs en nanomol et non pas en nanogrammes. Et juste, vous saurez que il y a un facteur de 2,5 pour passer de l'un à l'autre. Donc 30 nanogrammes, c'est 75 nanomol. Et on dit qu'en nanomol, il faut être au-dessus de 100. Voilà. Donc plutôt autour de 50 nanogrammes ou autour de 100 on va dire minimum 100 en nanomol. Voilà. Donc, si on regarde les études maintenant, on a vu les études sur la consommation de vitamine D. Maintenant, on va voir les études sur les dosages sanguins. Eh bien, on sait que 40% des Français ont un dosage sanguin inférieur à 20 et que 80% sont inférieurs à 30. Ça veut dire que 80% de la population est officiellement carencée en vitamine D. Et pourtant, on n'a toujours aucune recommandation. Comment peut-on l'expliquer? Ça, c'est toute la question qui reste à poser et dont nous débattrons tout à l'heure. Alors, ça va plus loin puisque dans les recommandations officielles, on peut lire en pratique, il est inutile de doser la 25-OH-D, c'est-à-dire la vitamine D, chez les personnes qui n'ont pas de pathologie directement en liaison avec le métabolisme phosphocalcique osseux. Ça veut dire que on oublie complètement que la vitamine D est utile dans toutes les autres pathologies que je vous ai citées au départ. Et du moment que vous n'avez pas de problème osseux, on n'a pas besoin de doser la vitamine D. C'est de l'anti-science. Et également, on rajoute chez des sujets adultes exempts de toute pathologie hépatique ou rénale ou intestinale qui s'exposent normalement au soleil. Mais vous avez vu que malheureusement, si des gens, pardon, cela veut dire que si les gens ont des foies ou des reins qui ne fonctionnent pas bien, ils ne fabriquent pas la vitamine D. Parfois, on ne sait pas que leur foie ou que leur rein fonctionne mal. Et quelle est la meilleure façon de fonctionner mal dans la fabrication de la vitamine D? Serait la meilleure façon de le savoir? De doser cette vitamine D pour dire bah oui, ça marche ou non, ça marche pas. Eh ben non, il est inutile de le doser d'après les recommandations. C'est ça qui nous choque beaucoup. Alors, c'est aller beaucoup plus loin puisque grâce à notre formidable ministre Marisol Touraine en 2014, on a déremboursé le dosage de la vitamine D qui a toujours été remboursé jusque-là. Pourquoi? Pour limiter les prescriptions injustifiées, aligner les pratiques médicales sur les recommandations des autorités de santé. Vous voyez que les recommandations, c'est non seulement on ne va pas les doser, mais même on déconseille de doser, on déconseille de donner, et pour réduire les dépenses publiques, on arrête de rembourser le test de la vitamine D. Donc, aujourd'hui, il est remboursé dans quelques cas, le rachitisme, l'ostéomalacie, les transplantés rénaux, la chirurgie bariatrique chez l'obèse, et chez les personnes âgées, on ne sait pas pourquoi, sujettes aux chutes répétées, alors que toutes les personnes âgées devraient en bénéficier. Voilà, donc en gros, personne, ou quasiment personne, ne peut avoir un remboursement de ce dosage. Ça veut donc dire que vous devez le payer. Et les recommandations nous disent pas d'utilité prouvée d'à doser la vitamine D. On ne sait pas pourquoi, parce que ce qui est prouvé, c'est que les gens carencés en vitamine D meurent plus, font plus de cancers, font plus de maladies cardiovasculaires. Donc comment on peut dire qu'il n'est pas utile de doser cette vitamine D? Voilà, mystère. Donc, et on dit même une supplémentation en vitamine D peut être instaurée et suivie sans dosage de la vitamine D. Notre problème, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir donné la bonne dose quand on fait une supplémentation. Et on verra que très souvent, la supplémentation qui est proposée est totalement insuffisante. Donc, je vous rappelle que si vous voulez faire doser votre taux de vitamine D, vous devrez le payer de votre poche. Ça coûte entre 10 et 15 euros. Là aussi, on se demande pourquoi il y a la différence entre les laboratoires. Voilà, donc renseignez-vous sur le prix avant. Et mon sentiment, c'est que ne pas pouvoir faire doser son taux de vitamine D, c'est une vraie perte de chance en termes de maladie et même en termes d'espérance de vie. Donc voilà. Bon. De fait, les médecins qui suivent pour la plupart des recommandations ne font jamais doser la vitamine D chez leurs patients, ne donnent pas de vitamine D chez les adultes, et on a, je vous le rappelle, 40% des adultes qui ont une carence majeure en vitamine D. Ça veut dire qu'ils ont un risque augmenté de cancer, un risque augmenté d'ostéoporose, un risque augmenté de maladies cardiovasculaires, j'en passe et des meilleurs, et tout le monde s'en fiche.
Alors heureusement, bien sûr, tous les spécialistes sont pas d'accord avec ces recommandations, hein. Vous comprenez bien que si je vous explique ça, c'est pas, je l'ai pas sorti de mon chapeau, c'est pas juste ma petite réflexion de médecin généraliste, même si j'ai un diplôme de nutrition, que j'ai écrit une douzaine de livres sur la nutrition et que j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. Par exemple, un groupe de scientifiques américains spécialistes du cancer ont dit et ont affirmé les besoins d'un adulte en vitamine D sont de 4000 à 8000 unités par jour, alors qu'en France, les recommandations chez l'enfant sont de 600 à 800 et chez l'adulte, 0. Donc, je rappelle que ces recommandations de ces spécialistes étaient pour la prévention du cancer et la prévention des maladies. Mais ça montre bien à quel point ces gens-là ont compris que la vitamine D n'était pas juste une vitamine pour les os. Et effectivement, de la même façon, ces scientifiques nous expliquent qu'il faut réussir à obtenir une concentration, donc un taux sérique, un dosage sanguin entre 40 et 60 pour prévenir de nombreuses maladies. C'est ce que je vous expliquais. Le taux à peu près accepté par les scientifiques qui s'intéressent vraiment à la vitamine D de façon honnête et objective, c'est autour de 50 nanogrammes. Voilà. Ça, c'est l'étude qui date de 2011, comme je vous le disais. Et en France, on a eu la même position d'un très grand spécialiste de l'os et du calcium qui s'appelle le professeur Souberbey, que j'ai eu la chance d'avoir comme maître, et qui lui-même disait qu'il faut avoir un taux de vitamine D entre 30 et 70. Et entre 30 et 70, ben, la moyenne, c'est bien 50. Hein. Donc, on est à peu près tous d'accord sur tout ça. Malgré ces interventions de spécialistes, on a d'autres spécialistes qui nous disent, voyez, dans ce grand journal anglo-saxon, les suppléments de vitamine D sont inefficaces et peuvent être dangereux pour la santé. On ne voit pas d'où ils sortent ça, puisqu'on a vu qu'on avait une très très grosse marge, jusqu'à 150. Et je peux vous dire que de ma vie, je n'ai jamais vu un dosage au-dessus de 100 chez mes patients. Et de conclure, les suppléments en vitamine D sont juste un objectif marketing. Là aussi, les bras m'en tombent quand on sait que la vitamine D ne coûte rien. Quand je lis ça, moi j'entends, il faut surtout pas donner de vitamine D parce que ça coûte que 1,89 €, ça ne rapporte pas du tout d'argent, alors que si les gens sont malades, on pourra leur vendre des médicaments beaucoup plus chers. Voilà ce que je lis entre les lignes, mais certains vont dire que je suis complotiste, donc je le retire presque immédiatement. Malheureusement, en France, parce que là c'est un journal anglo-saxon, en France, le Collège national des généralistes enseignants, c'est-à-dire ceux qui enseignent à nos futurs médecins, nous disent en l'absence de facteurs de risque de rachitisme, le niveau de preuve est insuffisant pour conclure à une efficacité clinique de la vitamine D. Ça veut dire que les généralistes enseignants, en 2024, considèrent encore que la vitamine D ne sert que pour les os. C'est très très triste. Les recommandations françaises actuelles préconisent de supplémenter de 400 à 800. Je vous rappelle que les Américains tout à l'heure, c'était 4000 à 8000, 10 fois plus. Et là, les pédiatres en France, qui ont déjà des recommandations, c'est déjà une bonne chose et il faut les remercier, préconisent de 400 à 800 unités, c'est assez faible, jusqu'à 18 ans. Eh bien, les généralistes considèrent que c'est encore trop. Voilà. Et qui considèrent qu'il n'y a pas besoin d'une supplémentation aussi longue. Mais pourquoi les enfants, ils continuent à grandir après 3 ans? Pourquoi on ne donne pas de la vitamine D aux enfants jusqu'à au moins à la fin de leur croissance? Eh bien non, les généralistes enseignants, eux, ils considèrent qu'ils n'en ont plus besoin. Mais on a 80% de la population carencée. On sait que les gens mangent 5 fois moins de vitamine D qu'ils ne devraient. Et on ne doit pas les supplémenter. Pourquoi? Voilà. La question reste posée, bien entendu. Et ne croyez pas qu'il n'y a qu'en France, puisque la Société d'endocrinologie américaine vient de nous dire, là aussi en 2024, à peu près la même chose. Les seules personnes qui devraient envisager une supplémentation, et vous allez voir que les endocrinologues sont un petit peu plus généreux quand même que les généralistes français, puisqu'ils considèrent qu'il faut donner de la vitamine D jusqu'à 18 ans. Et regardez bien, je l'ai mis en gras, pour réduire le risque d'infection respiratoire. Vous voyez quand même que c'est quand même un gros progrès par rapport à nos généralistes, hein, et supplémenter les personnes de 75 ans pour réduire leur risque de mortalité. C'est super, c'est une bonne idée, mais pourquoi faut attendre 75 ans pour réduire son risque de mortalité? Les maladies graves, cancer, infarctus, diabète, c'est à partir de 50 ans. Il ne faut pas attendre 75 ans. 75 ans, la moitié sont déjà morts ou sont déjà très malades. Donc, pourquoi 75 ans? Alors qu'ils ont compris que c'était nécessaire.
Les femmes enceintes, bien sûr, il faut les supplémenter. Je rappelle qu'en France, on recommande une dose inférieure chez la femme enceinte que chez les enfants. On ne sait pas pourquoi. Les personnes atteintes de prédiabète, et ils ont la conscience, ce sont des endocrinologues, je vous rappelle, que ça peut réduire le risque de progression. Je regarde en même temps l'heure qui tourne. Euh, et voilà, donc voilà mes commentaires, je les ai faits en direct. Ils ont même osé écrire: en raison de l'insuffisance des preuves, le groupe d'experts n'a pas pu déterminer des seuils spécifiques de taux sanguin de vitamine D pour l'adéquation des niveaux cibles. C'est-à-dire qu'en gros, ça sert à rien de doser parce qu'on ne sait pas quelle dose est efficace. Alors que plein d'autres scientifiques ont clairement dit qu'il fallait être au-dessus de 30 et probablement à 50. Et évidemment, vous pouvez vous demander, pardon, je vais aller vite, à qui profite le crime. Et vraiment, on peut se demander quand on voit tout ça. Donc, évidemment, je considère que c'est un drame de santé publique parce que c'est une perte de chance en réalité pour les patients, pour le grand public même, puisqu'on parle là de prévention, de ne pas donner de vitamine D en prévention, en particulier l'hiver, bien sûr. Voilà. Alors, je vais demander à mon ami Laurent si on peut continuer. Je suis à 25 minutes. Est-ce que je peux faire, j'ai le temps de faire mes diapos sur le Covid, Laurent? À 5 minutes. Allez, Sûr. donc, je vais vous faire une un petit rappel donc euh, plus précis sur le Covid, dont on parle évidemment souvent au CSI. Donc, ce qui est intéressant, et ça va nous permettre d'introduire évidemment la présence de notre ami ça y est, Jean-Marc Sabatier, parce que je ne savais pas que je l'avais cité dans mon diaporama et j'ai découvert qu'en fait, il avait participé aux premières études sur la vitamine D également et c'est pour ça que nous l'avons invité. Donc, en fait, on a constaté dès le départ, très tôt, je cite la source, c'est une étude sur 20 pays européens, que les gens qui étaient carencés en vitamine D faisaient des Covid beaucoup plus graves. Bon, voilà. Et alors, ce schéma n'est pas très compliqué, n'est pas très simple à comprendre et n'est pas facile à comprendre et n'est pas simple à comprendre. Mais en gros, vous comprenez sur la colonne de droite, où il y a beaucoup de vert ici, que on a 96% des personnes, en gros, que tous ceux qui sont, pardon, excusez-moi, qui ont un taux en vert ici supérieur à 30 nanogrammes, hein, font dans 96 ou 98% des cas des Covid bénins. Et que ceux qui sont carencés en rouge font des Covid plus graves et que les Covid les plus graves sont évidemment chez les gens qui sont très carencés, hein, les cas critiques, les cas graves et même les Covid, on va dire qu'ils ont appelé dans cette étude ordinaire. Donc vous voyez que voilà, ceux qui avaient un très bon taux de vitamine D dans cette étude faisaient un Covid totalement bénin. Bon, ça c'est passionnant, évidemment. C'est tellement passionnant que l'Académie de médecine, peut-être vous vous en rappelez, dès mai 2020, nous fait un très beau communiqué pour nous dire il faut donner de la vitamine D aux personnes âgées pour contribuer à limiter les complications respiratoires du Covid. C'était une époque, vous vous rappelez, où il y avait évidemment, on avait déjà le traitement proposé par le professeur Raoult, mais qui était bien sûr totalement combattu. C'est à peu près à ce moment-là d'ailleurs qu'on a eu l'interdiction de prescrire l'hydroxychloroquine, je vous rappelle, et donc on n'avait vraiment rien officiellement à notre disposition, et bien sûr on était très très loin d'avoir un vaccin à l'époque. Donc l'Académie de médecine dit ben voilà, il faut donner de la vitamine D, au moins ça a l'air de pouvoir aider, de toute façon c'est pas dangereux. Eh bien évidemment, qu'est-ce qu'ont fait nos experts? Rien, aucune recommandation, personne, ni à la Direction générale de la santé, la DGS, vous savez, avec Monsieur Salomon, ni les experts de l'Élysée avec Monsieur Delfrécy, personne n'a dit donner de la vitamine D, au moins aux personnes âgées, c'est-à-dire ceux qui avaient des risques de Covid graves. Et pour moi, c'est vraiment très très grave, ça c'est le cas de le dire. En janvier 2021, 73 experts lancent un appel pour relancer finalement la demande de l'Académie de médecine. Et dans ces 73 experts, il y avait Jean-Marc Sabatier, il nous en parlera tout à l'heure, parce qu'il montre que la vitamine D peut limiter ce fameux orage cytokinique, hein, qui donne des formes graves.
Et ce groupe mené par le professeur Unweiler nous dit, voilà, ça peut être une arme de plus et il est dommage de s'en passer, hein. Et surtout qu'il s'appuie sur des études qui montrent que, encore une fois, ceux qui reçoivent des suppléments en vitamine D ont un risque diminué de 90% de faire une forme grave, hein. Ça rejoint le tableau tout à l'heure avec la colonne verte que je vous ai montré. Bon, voilà la conclusion, je trouve assez logique. Vu la situation de l'épidémie, même si ça ne remplace ni les vaccins ni les gestes barrières, ce serait dommage de se priver de cette arme supplémentaire. On ne va pas discuter de savoir si les vaccins et les gestes barrières étaient essentiels, mais au moins, il fallait faire ça. En plus, eh ben non. Voilà. Hein. Qu'ont fait les responsables au ministère de la Santé? Rien. Voilà. Ça, c'est absolument dramatique pour nous, absolument dramatique, parce que vous allez voir les derniers chiffres que je vais vous montrer. C'est une vraie perte de chance majeure pour les Français. Alors, il faut savoir qu'au-delà de la prévention, du coup, les médecins se sont dit, mais attends, la vitamine D, ça a l'air vachement efficace. Je vous parle dans le monde entier, hein, dans le monde entier. Hein. Et donc, est-ce que ça pourrait pas nous aider à soigner les malades? Parce que ça peut les aider à être moins malades. Mais quand ils sont malades, est-ce que ça peut nous aider à les soigner? Et effectivement, on a eu des études, alors il y en a eu plein, j'en cite 3 ici. En Espagne, vous voyez que quand les gens sont arrivés à l'hôpital et qu'on leur a donné de la vitamine D, seulement 2% de ceux qui ont reçu la vitamine D, je vous rappelle qu'ils arrivent malades à l'hôpital, hein, donc c'est déjà un peu tard pourtant. Eh bien non, seulement 2% sont allés en réanimation contre 50% pour ceux qui ne recevaient pas de supplémentation en vitamine D. Énorme. En France, on a vu amélioration de la survie de 90% en cas de supplémentation en vitamine D chez les personnes âgées hospitalisées. Donc, vous voyez que c'est des gens très fragiles pourtant, hein, 90% d'amélioration de la survie. Et en Angleterre, amélioration de 87% de la survie chez les patients hospitalisés pour Covid, indépendamment des concentrations de vitamine D. C'est-à-dire qu'ils soient carencés en arrivant ou pas très carencés, etc., leur donner une bonne dose de vitamine D permettait de réduire de 87% ou d'améliorer de 87% plutôt la survie. C'est juste des chiffres astronomiques. On n'a même pas de doute. On peut dire oui, même si l'étude n'est pas parfaite, etc. C'est-à-dire que la vitamine D en prévention peut espérer éviter 90% de formes graves en moins, et donner de la vitamine D en traitement du Covid permet de réduire de 90% les risques d'aller en réanimation. Même si l'étude n'est pas parfaite, même si on se trompe de quelques pourcentages, c'est juste énorme. Là, on n'est pas le petit P, comme on dit en statistique, il est très largement dépassé. Je pense que Laurent et Jean-Marc pourront nous en parler tout à l'heure. Il faut savoir aussi que donner de la vitamine D en prévention et en traitement du Covid réduit le risque de Covid long. Ça a été publié récemment. Là, c'est une étude de 2023. Il y a eu plusieurs études, hein, ce n'est pas la seule, mais j'ai cité celle-ci. Et en France, toujours aucune recommandation. Aujourd'hui, on a des Covid. En ce moment, on a une recrudescence très claire de nombre de cas, des Covid relativement bénins, il faut bien le dire. Mais si vous prenez de la vitamine D, vous le ferez moins fort, vous le ferez peut-être pas, peut-être il passera inaperçu. Et si jamais vous n'avez pas pris de vitamine D avant, prenez-en au moment où vous êtes malade, parce que vous allez réduire la durée de la maladie. C'est prouvé, même si vous avez quasiment aucun risque, évidemment, d'aller à l'hôpital. Excusez-moi, le texte est affiché petit en bas, mais pourquoi aucune recommandation? Où est l'éthique? Pourquoi une telle politique de santé publique qui ne cherche pas à améliorer la protection du citoyen? C'est la question qu'on doit tous poser et que je vous invite à poser à votre médecin. Est-ce qu'il a lu ces études? Est-ce qu'il est au courant de ça? Et s'il n'est pas au courant, montrez-lui, parce que c'est absolument essentiel. Normalement, il aurait dû recevoir cette information par les autorités de santé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Il fallait le temps de dire tout ça. On comprend bien l'importance du sujet. Sans plus tarder, on discutera après. Si on a le temps, je ferai quelques petites questions ou réflexions. Mais sans plus tarder, on va maintenant discuter avec nos deux intervenants suivants. Je pense que c'est Jean-Marc qui parle en premier. C'est ce qu'on a convenu. J'ai un petit trou. C'est ça, hein, il me semble. Je vais juste vous demander. Ne vous battez pas. Juste vous demander à tous les deux, pour nos auditeurs, en fait, hein, d'essayer de ne pas être trop long, pas dépasser le quart d'heure, pour qu'on puisse avoir un petit peu de temps et qu'on n'oblige pas les gens à se coucher à pas d'heure. Jean-Marc. Oui. Merci Eric pour cette excellente présentation. Comme l'a soulevé Eric, effectivement, la vitamine D, c'est vraiment une molécule clé pour la santé de l'organisme.
Et donc, on avait publié justement très tôt l'importance de la vitamine D contre la Covid. On avait soumis ça en mars 2020, à une époque justement où on ne parlait pas de vitamine D, de Covid. Alors en fait, pour comprendre simplement, c'est que la vitamine D, c'est le carburant de nos cellules, que ce soit des cellules nerveuses, des cellules épithéliales, des cellules endothéliales, des cellules immunitaires. Toutes nos cellules ont des récepteurs à la vitamine D et utilisent la vitamine D comme carburant. C'est-à-dire que si on est carencé ou insuffisant en vitamine D, du coup, les cellules fonctionnent mal. Et donc, on s'expose à des pathologies. Donc, c'est ce qu'on avait décrit très, très tôt. Et en fait, moi, à l'époque, je ne connaissais pas l'importance de la vitamine D, mais je l'avais vraiment découvert par son action sur le système rénine-angiotensine, qui est impliqué justement dans toutes les fonctions de l'organisme. Et on pouvait voir que la vitamine D avait vraiment un rôle central dans le fonctionnement, dans l'homéostasie du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire dans le bon fonctionnement du système rénine-angiotensine. Alors, la vitamine D, en quelques mots, elle est très importante pour plein de choses. Elle est très importante donc pour la différenciation cellulaire et pour la multiplication cellulaire, c'est-à-dire pour les mitoses. Elle est importante pour l'intégrité tissulaire parce qu'elle renforce les jonctions serrées et des jonctions adhérentes, c'est-à-dire des jonctions intercellulaires qui permettent justement un maintien, une cohésion en fait des tissus. Et ça, c'est très important, notamment par exemple au niveau de l'intestin grêle, puisqu'il peut y avoir des passages dans la circulation sanguine justement de substances inflammatoires comme des bactéries, des endotoxines, des lipopolysaccharides. Voilà. Donc, il y a un rôle vraiment complètement clé de cette molécule. Elle agit aussi parce qu'elle nous fait produire des molécules qui ont une activité antimicrobienne. C'est-à-dire que par son action sur les gènes, elle va nous faire produire des molécules avec des activités soit antibactériennes, antiparasitaires, antifongiques et antivirales. Et notamment, elle nous fait produire des molécules qui sont actives contre le SARS-CoV-2, notamment des bêta-défensines, de la catélicidine LL37, et puis aussi une molécule qui s'appelle HBD2 qu'on avait caractérisée justement avec mes collaborateurs là, de l'Institut de virologie de Wuhan. Donc, c'est une molécule qui est vraiment très importante. Elle permet bien sûr la prise de phosphore et de calcium au niveau des intestins, et elle a une action absolument sur tout. Alors, pour la quantité de vitamine D, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de gènes que va activer la vitamine D va complètement dépendre de son taux sanguin. C'est-à-dire que si vous avez un taux sanguin élevé, justement en calcidiol, qui est la forme circulante de la vitamine D, c'est-à-dire si vous êtes bien supplémenté en vitamine D et que vous avez un taux élevé de vitamine D, à ce moment-là, vous allez activer beaucoup de gènes. Et le nombre de gènes que vous allez activer va complètement dépendre en fait de votre supplémentation. Un exemple, si vous êtes à 30 nanogrammes de calcidiol par ml, donc ce qui est recommandé par les autorités sanitaires, il a été démontré expérimentalement que vous activez 291 gènes. Si vous êtes à 50 nanogrammes de calcidiol par ml, vous activez 1000 gènes. Et puis maintenant, on voit qu'on peut activer jusqu'à 2000 gènes via la vitamine D. C'est-à-dire que la vitamine D a un effet directement sur l'expression ou bien alors la répression en fait de gènes. Donc, il y a une activité directe. Et il faut savoir que parmi les gènes qui sont activés, il y en a à peu près la moitié qui sont reliés au système immunitaire. Donc, vous voyez, toutes les cellules du système immunitaire ont toutes des récepteurs VDR à la vitamine D au niveau du noyau cellulaire. Vous avez dans l'immunité innée, donc qui contrôle justement l'auto-immunité, la reconnaissance des protéines du soi et du non-soi, vous avez toutes les cellules de l'immunité innée qui ont des récepteurs à la vitamine D. Les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, tous les granulocytes, les mastocytes, les cellules tueuses, natural killers. Et quand vous regardez l'immunité adaptative qui est lancée, donc qui est l'immunité spécifique qui est lancée à peu près 4 jours après l'immunité innée, toutes les cellules de l'immunité adaptative ou acquise ont aussi des récepteurs à la vitamine D. Vous avez par exemple les lymphocytes B qui produisent des anticorps, les lymphocytes CD4 auxiliaires qui coordonnent la réponse immunitaire, les lymphocytes CD8 cytotoxiques qui vont détruire en fait les cellules qui expriment les antigènes microbiens à leur surface. Et vous avez même les macrophages, donc des cellules de l'immunité innée au niveau des muqueuses, les histiocytes, qui ont aussi des récepteurs à la vitamine D. Et au niveau des sinusoïdes hépatiques, vous avez également des cellules de Kupfer qui ont justement des récepteurs à la vitamine D.
Au niveau du système nerveux, c'est pareil. Toutes les cellules du système nerveux ont des récepteurs à la vitamine D. Neurones, oligodendrocytes, astrocytes, cellules microgliales, plus toutes les cellules de l'endothélium vasculaire, toutes les cellules épithéliales, etc. Donc, son rôle est vraiment clé. Et lorsque vous prenez de la vitamine D, c'est comme si vous preniez beaucoup de médicaments et c'est un effet très, très bénéfique sur le corps humain. Voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser Vincent parler un petit peu de la vitamine D si tu as des réflexions à faire. Formidable. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je te passe la parole de suite, Vincent. Juste de rebondir pour être bien sûr que j'ai bien entendu, tellement ça me paraît essentiel. Tu nous as bien expliqué que la vitamine D activait directement des gènes et que quand on les activait au maximum avec le dosage qui correspond, la moitié de ces gènes faisait partie du système immunitaire. Oui. On a là l'explication de ce qu'on constate, de ce que les médecins constatent, de ce que tout le monde constate depuis ça. C'est crucial. Merci beaucoup. Je suis passé un peu vite sur cette notion, mais c'est ce que j'ai voulu expliquer quand j'ai expliqué que la vitamine D rentrait dans le noyau et modulait l'expression des gènes. Et c'est vraiment, c'est pour ça que je dis toujours, pour excuser mes confrères qui n'ont pas encore compris l'importance de la vitamine D, c'est que ils sont restés sur l'idée que c'est une vitamine. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, il y a un siècle ou un siècle et demi, les vitamines, c'était essentiel parce qu'on avait découvert les maladies de carence. Mais aujourd'hui, on n'a pas de carence en vitamine D, il n'y a plus de scorbut, il n'y a plus de… Voilà, alors que la vitamine C, ça ne sert à rien, alors que c'est une vitamine absolument essentielle pour plein d'autres choses. Et la vitamine D, il n'y a plus de rachitisme, ça ne sert à rien. Alors que c'est, voilà, comme vient de l'expliquer Jean-Marc, absolument central. Et je suis content parce que je n'avais pas toutes ces notions sur le système nerveux, parce que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert en travaillant sur ce sujet, c'est l'impact de la vitamine D sur les dépressions, sur le déclin cognitif, etc. Oui, c'est très, très important. Et qui est quelque chose qui est complètement passé sous silence aujourd'hui. Complètement. Oui, parce que la vitamine D a un rôle central sur le système rénine-angiotensine. En fait, elle inhibe la rénine, et la rénine, c'est en fait une enzyme qui est produite par le rein et qui dégrade en fait l'angiotensinogène, qui est justement produit par le foie et qui normalement est transformé par la rénine en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1, c'est le précurseur d'angiotensine 2 qui a des effets très délétères quand elle est en excès. Donc, et qui est rattaché à toutes les pathologies, qu'elles soient cardiovasculaires, immunitaires, soit le cancer ou tout type de pathologie, neurodégénérative, et tout, c'est lié à un dérèglement du SRA. Et la vitamine D agit sur ce SRA et régule l'homéostasie du SRA. C'est-à-dire, quand on a un bon taux de vitamine D, on freine la suractivation du SRA qui est très délétère. Voilà. Donc, on peut éviter des tas de pathologies grâce à la vitamine D. Alors, évidemment, il y a les facteurs génétiques qui sont importants aussi, parce qu'on n'a pas tous le même patrimoine génétique. Certaines personnes vont être plus enclins à faire certaines pathologies cardiovasculaires parce que la génétique est très importante, notamment la génétique au niveau du SRA, parce qu'il y a un polymorphisme génétique et protéique au niveau du SRA. Et puis, évidemment, il y a un grand polymorphisme justement du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1 et de classe 2. On connaît à peu près 1000 allèles. Et donc, tout ça, ça va conférer une prédisposition ou non à faire certaines pathologies particulières, quoi. Et donc, ça intervient aussi dans les pathologies. Mais dans tous les cas, la vitamine D a un rôle central. Merci beaucoup. Pour la Covid, ça aurait pu sauver beaucoup de vies si les gens avaient été correctement supplémentés. Parce que souvent, on entend dire oui, la vitamine D, ça ne sert à rien. Regardez, en Angleterre, ils ont supplémenté en vitamine D, ils ont une mortalité élevée. Sauf qu'en Angleterre, ils ont supplémenté avec 408. C'était minable. En fait, il fallait injecter 20 fois plus aux personnes. Il fallait que les personnes soient supplémentées avec des doses canon, parce que là, la mortalité, elle chute en flèche de façon très spectaculaire. Là, 408, c'est ridicule. Normalement, il aurait fallu avoir des shoots de 100 000 UI, 200 000 UI, avec des doses répétées élevées, parce que le taux plasmatique monte lentement. On parlera, si vous voulez bien, à la fin de nos échanges des aspects pratiques sur quelle dose de vitamine D, quelle vitamine D, etc. Je pense que ça serait vraiment des choses importantes à donner à nos auditeurs, mais on va laisser la parole à Vincent, qui a plein de choses intéressantes, à mon avis, à rajouter. Écoutez, ne serait-ce que son expérience. Ouais, tout ça, c'est passionnant. Moi, je vais te dire, Jean-Marc, je pense que tu fais partie des rares équipes au monde
qui s'intéresse à la vitamine D d'une manière extrêmement précise, très rigoureuse et tout à fait scientifique. Et je peux dire que pour la plupart des médecins de terrain, la vitamine D, comme la C, comme le reste, c'est ringard. Voilà, c'est ringard, c'est la vitamine du petit vieux qui va avoir de l'ostéoporose. Alors on va lui donner de la vitamine D, puis pour les enfants on en donne, puis comme Eric l'a très bien dit, au bout de 3 ans on arrête. Bon, donc c'est dramatique parce que ça ouvre le champ à des gens qui connaissent très bien l'efficacité prodigieuse de la vitamine D et qui sont tout à fait capables d'essayer de poser des choses trappes pour qu'on oublie la vitamine D. Moi, je voudrais vous rappeler ce qui s'est passé en 2022. J'ai retrouvé une question qui avait été posée par une sénatrice le 13 janvier 2022 au Sénat. Elle avait réclamé à ce qu'on s'intéresse à un projet d'arrêté qui voulait fixer la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne et sur l'inclusion de la principale forme de la vitamine D. C'est-à-dire que ces gens-là étaient en train de préparer, on va dire je ne sais pas qui, étaient en train de préparer un projet d'arrêté pour que la vitamine D soit considérée comme perturbateur endocrinien en France. Et c'était en 2022. Et que grâce à quelques sénatrices, députés, etc., la folie ne s'est pas passée. Vous imaginez si demain, on s'était réveillé avec un cholécalciférol interdit de commercialisation. C'est absolument délirant. Et pourtant, c'est arrivé. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais qu'on se rappelle. Il y a des ennemis de la vitamine D qui sont les gens qui ont plutôt envie qu'on soit pas en très grande forme parce qu'il y a du médicament à vendre. Bon. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu dans une étude de mort, et je crois que c'était dans les années 2010. Lui, il avait cherché à stager 3 maladies. Il avait regardé la CEP, il avait regardé le cancer du rein et il avait regardé le diabète non insulinodépendant. Et il avait fait un espèce de graphe génial. Il avait mis au milieu de l'abscisse, il avait mis 0, c'était l'Équateur. Donc, il avait fait la distribution des pays en fonction de la quantité de CEP, cancer du rein, diabète non insulinodépendant, en fonction de leur écartement par rapport à l'Équateur. Et il avait à chaque fois des courbes en U absolument extraordinaires. Ça veut dire que très peu de maladies, ces trois-là, apparaissaient, mais spontanément. C'était même plus une question de donner de la vitamine D ou pas. Évidemment, on comprend très bien que la vitamine D était bien mieux sécrétée, fabriquée, synthétisée à l'Équateur qu'au 60e de parallèle. Bon, donc voilà, et ça, c'était magnifique. Ça démontrait, pour une maladie cancéreuse, pour une maladie dégénérative et pour une maladie de civilisation, qu'on pouvait avoir barre simplement avec de la vitamine. Voilà, vitamine D. Donc ça, c'était quand même des choses extraordinaires. Alors moi, je voudrais simplement aussi rappeler, parce que je suis quand même généraliste et que ça m'amuse énormément, qu'on nous dise « Ouh là là, vous les médecins, vous allez donner des trop grosses doses de vitamine D, vous allez intoxiquer vos patients. » Alors moi, j'ai trouvé une étude, mais à mourir de rire. Alors évidemment, c'est une personne, un Américain, ça a été publié, hein, donc je vous en parle. Le gars, on lui dit pas... En fait, on lui dit de prendre de la vitamine D, mais l'industriel s'est trompé dans la quantité de vitamine D qu'il a insérée dans les gélules. Et en plus, derrière, il se trompe dans la notice. Au lieu de marquer « il faut prendre une gélule par jour », il marque « il faut en prendre 10 ». Le problème, c'est que dans chaque gélule, il y avait 186 400 unités D3 et qu'il en prenait 10 par jour et que ça a duré 2 mois. Et qu'effectivement, le jour où il est arrivé à l'hôpital, pas très très bien, puis hypertendu, nauséeux, hypercalcémique, au bout de 2 mois, il avait avalé 111 840 000 unités de D3, totalement vivant. On a arrêté la D3, évidemment. Là, on a peut-être fait une petite fenêtre thérapeutique, et le gars a parfaitement vécu. Bon. Donc, pour vous dire que cette histoire de croque-mitaine, ne donnez pas de vitamine D à vos patients, vous allez les entraîner dans l'hypercalcémie, c'est à pouffer de rire. Par contre, nous, médecins, on a quand même une responsabilité dans la manière dont la vitamine D est associée, par exemple, au calcium. Parce qu'il y a beaucoup de spécialités médicamenteuses qu'on donne aux petits vieux, ostéoporotiques. Prenez de la vitamine D3 associée au calcium, et à chaque fois, la D3 n'est pas assez dosée, le calcium est trop dosé, et probablement qu'on a des pathologies vasculaires à cause de ça. Ou lithiasiques.
Donc, il est quand même de bon ton, et je pense que Eric va en parler tout à l'heure, qu'il faut qu'il y ait les bonnes posos, associées peut-être à des bonnes covitamines. Les vitamines du groupe K2 sont quand même vachement intéressantes parce qu'on n'a pas ces problèmes vasculaires. Et puis, évidemment, arrêter les conneries de comprimés de calcium. C'est de la foutaise. Ça ne sert à rien. Donc voilà, il faudra savoir utiliser ça correctement. Ensuite, moi, faut rappeler que, évidemment, nous, on n'a pas toujours face à nous des patients très en forme. Et Eric l'a dit, s'il est insuffisant hépatique ou insuffisant rénal, on ne va pas attendre qu'il ait fabriqué son calcitriol à la fin. Hein. Donc, pour ces gens-là, il faut le savoir, hein, je parle à mes confrères, personne n'utilise le Rocaltrol, mais c'est un produit qui est du calcitriol. C'est-à-dire que c'est la forme terminale de la vitamine D3 tout de suite, immédiatement active. Donc, vous avez, dans votre pharmacopée, le Rocaltrol qui peut parfaitement être utilisé chez l'insuffisant rénal. Mais encore faut-il y penser. Et puis, pour finir, moi, je voudrais dire la même chose que ce qu'a dit Jean-Marc tout à l'heure, mais c'est fondamental. On est face à une méconnaissance organisée sur la vitamine D, mais je vis la même chose avec l'iode aujourd'hui, puisque vous le savez, j'ai écrit un bouquin sur l'iode, et je démontre que, comme pour la vitamine D, où on est probablement à un facteur 10 de sous-médicaments, de produits complémentaires, eh bien pour l'iode, on est peut-être à un facteur 100. Et puis qu'on a aussi pour ces produits-là, ringard, l'iode, c'est ringard, voilà. On a des conséquences en termes de santé publique catastrophiques dès lors que les gens sont au tapis avec l'iode. Les conséquences catastrophiques avec l'iode ou avec la vitamine D, c'est tous les jours. Si on avait une politique volontariste pour essayer de tirer vers le haut la santé de nos concitoyens, il n'y a pas beaucoup de choses à faire de très compliquées. Mais déjà, un statut optimal en vitamine D et en iode, et je suis persuadé que la population se porterait d'une manière remarquable. Voilà, j'ai terminé. Alors, tu sais que l'iode est lié quelque part à la vitamine D, hein. C'est-à-dire que quand il y a une suractivation du SRA, ça induit des insuffisances en vitamine D parce que ça consomme beaucoup plus de vitamine D. Et les personnes, justement, qui ont un Covid long très sévère avec un dérèglement très fort du SRA, ils ont une chute, justement, d'iode qui est très importante. Et il faut une supplémentation en iode. Généralement, ce sont des comprimés qui font 400 microgrammes. Mais je crois que l'iode, on peut aller jusqu'à 2,5 mg par jour, hein, pour l'assemblage. Tu parles, tu peux aller beaucoup plus haut que ça. Ouais. Dans les cas de cancer du sein, tu peux monter à 100 mg. Ah ouais. Là tu abordes un sujet que Vincent. C'est pas la soirée iode. Mais encore une fois, pareil, vous avez une possibilité, une latitude thérapeutique avec l'iode absolument gigantesque. Revenons sur la vitamine D. Mais voilà, c'est des croque-mitaines. Il faut absolument faire bouger les lignes. Il faut que nos confrères et nos patients se saisissent de ces produits de santé essentiels. C'est quand même la honte en 2024 de courir après des supplémentations vitamine D3. Parce qu'il y a de la D2 encore en circulation, ça aussi, il faut le dire, il faut arrêter la D2, c'est nul. Bon, D3 iode, vraiment, allez, tout le monde ira mieux. Oui, c'est une petite incise au passage. Je fais une petite incise, excusez-moi, vas-y. Qui n'est pas d'ordre médical. Alors, je vais dire comme Eric, faut croire que je suis très complotiste parce que quand j'entendais Vincent nous parler d'un projet d'arrêté de 2022 qui aurait classé la vitamine D en perturbateur endocrinien. Oui. C'est bien ça. Ouais. Mais il est passé, hein, quand même. Hein. Il est passé il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques mois, finalement, c'est revenu sur le tapis et c'est passé. Le décret est passé. Et c'est classé comme perturbateur endocrinien. Il y avait eu un premier essai qui avait été fait il y a quelque temps qui avait échoué, mais ils ont remis ça sur le tapis et c'est passé. Et ce qui est une méconnaissance complète du mode d'action en fait de la vitamine D. Parce qu'un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui va modifier la balance des hormones. Or, l'action de la vitamine D, c'est une action sur les hormones, mais une action très bénéfique, puisqu'elle agit en fait sur les productions justement d'angiotensine 2, etc. Donc, elle agit sur la balance hormonale, mais de façon très favorable. Et donc, la classer comme un perturbateur endocrinien, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. C'est incroyable. Oui. C'est idéologique, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends. Oui, c'est complètement idiot, oui. Et puis alors, c'est mon esprit tordu, mais du coup, en entendant ça, j'ai repensé à l'arrêté du
13 janvier 2020 de mémoire, qui classait l'hydroxychloroquine en substance vénéneuse et qui ne concerne que l'hydroxychloroquine. Il y a l'arrêté uniquement pour ça. Ça m'a rappelé ça. Peut-être c'est tout à fait idiot de ma part. Non, mais si tu veux, quand tu accumules des histoires aussi consternantes, tu peux pas dire que c'est le fait du hasard, c'est pas possible. Tu vois bien, en 2022, ça paraissait complètement, ça a été démonté, mais là, Jean-Marc nous dit que ça a été finalement voté. Mais tu te rends compte, on est face à des gens qui ne reculeront devant rien pour que l'on reste malade. Et encore une fois, pour Lyot, c'est pareil. On peut toujours faire des bouquins. Rien ne sort dans la presse grand public. Rien n'est porté par les instances de santé nationale. Rien n'est porté par la revue Prescrire, qui a reçu mon livre, on n'a jamais parlé. Personne. Ça n'est pas possible. Ça ne sort pas. Plafond de verre. Ce qui est incroyable, est-ce que, sans dire quoi que ce soit de mal sur le travail de Vincent, l'iode est un sujet qui est un peu plus délicat. Et évidemment, moi, je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit et ce qu'il écrit. On sait que de prendre de l'iode n'est pas dangereux, même à 100 fois la dose recommandée en France, puisque c'est à peu près les taux d'alimentation des Asiatiques. Mais sur la vitamine D, évidemment, on a l'impression qu'on fait une émission de complotistes. Mais on a montré les études. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il y a des centaines, des milliers de scientifiques dans le monde qui ont les mêmes avis, les mêmes expériences, qui ont fait des études et qui ont les mêmes conclusions. Je veux dire, on est bien au-delà de tout ce qu'on a pu faire et dire sur le Covid, sur l'iode et sur autre chose. Et, et je trouve que la vitamine D est un sujet formidable pour comprendre la manipulation. Parce que, franchement, aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas recommander le dosage de la vitamine D. Ça coûte pas très cher. C'est certainement pas ça qui va crever le trou de la Sécu. Bien au contraire. Je pense qu'on aurait d'énormes économies au terme de santé publique à faire, à doser la vitamine D chez tout le monde et à supplémenter comme il faut les patients pour qu'ils atteignent ce fameux taux de 50 nanogrammes. C'est un acte de santé publique. Et personne ne peut contester ça. Et quand on voit le collège des enseignants généralistes qui le contestent, en disant « Ah oui, non, mais les études ne sont pas assez puissantes. Ah mais non, mais on ne peut pas supplémenter jusqu'à 18 ans, vous ne vous rendez pas compte. On n'a pas fait assez d'études. » Mais on attend quoi? Que les gens meurent pour les soigner? J'ai pas compris. Mais je crois que c'est les enjeux financiers, hein, c'est tout. Mais oui, mais on a l'impression qu'on est tout le temps des complotistes. C'est parce que la vitamine D, c'est pas intéressant pour les industries pharmaceutiques, hein, ça vaut rien, ça existe depuis. Je trouve que c'est un voilà. Depuis Perceval, 1740. Heureusement, il n'y a pas de vaccin. Heureusement, il n'y a pas de vaccin, sinon on serait déjà en prison en train de dire à cause de ce qu'on dit. Heureusement, il n'y a pas de vaccin dans ce domaine. Mais là, j'ai envie de dire vraiment, honnêtement, encore une fois, à qui profite le crime? À un moment donné, il faut avoir le courage de dire, là, il y a un vrai problème philosophique, politique, scientifique, et on a toutes les preuves. T'en veux un autre de problème scientifique, politique et pédiatrique? Moi, je peux te dire que j'ai vu, pas plus tard qu'il y a 15 jours, une consoeur charmante, absolument charmante, une pédiatre hospitalière spécialisée dans la réa des tout-petits, et qui me dit « Oh là là, on a déjà beaucoup d'asthme pédiatrique, viraux. » Et je lui dis « Non, alors, ouais, c'est embêtant. Et alors, vous leur faites la vitamine D? » Ah non. Je dis, tu sais que ça va chez l'adulte. Ah, pas de taux de vitamine D chez un nourrisson qui arrive avec une crise d'asthme. Et puis je lui dis, bah alors vous faites l'iode aussi. Ah bah non, l'iode, je sais ce que tu as fait avec ton bouquin. Non, on ne fait pas l'iode parce que c'est nous qui payons, c'est l'hôpital qui paye quand l'hôpital fabrique. Parce que le produit, la technique n'est pas remboursée, c'est le service qui commande qui paye. Alors personne ne fait ça. Mais pour la vitamine D, c'est juste que c'est ringard. Ah non, on ne fait pas. Non. Alors, on les laisse intubés, sous monitoring, machin, vachement cher. Vitamine D, non. Ouais. Mais Jean-Marc, il est pas rachitique, hein. Donc, au moins, il n'y a pas de rachitisme. Jean-Marc, comment est-ce que toi, tu vois
la réception de vos travaux, je dis vous, pas de ton équipe, vous, spécialiste de ce champ-là, la réception de vos travaux plus largement, je dirais, dans le monde scientifique, des biologiques, etc. Et comment tu vois le lien avec les recommandations médicales, de ton point de vue à toi? Ben, bon, moi, c'est délicat parce que je ne peux pas faire de recommandations médicales. Hein, je ne suis pas médecin. Sûr. Donc, moi, c'est par rapport au mécanisme Non, mais quand d'action. comment tu vois la réception des travaux, comment tu le vois, toi? Oui. Ben, il n'y a pas grand-chose. Hein, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas d'interaction particulière avec des scientifiques à ce sujet. Hein. C'est très silencieux. En fait, on n'en parle pas. Hein. J'ai jamais eu un scientifique qui est venu me parler des travaux sur la vitamine D. Hein. Quand on avait publié l'intérêt de la vitamine D, bon, on n'a pas eu de retour particulier. Hein. Donc c'est très neutre. C'est la même chose pour le système rénine-angiotensine. Hein. On a publié ça et puis finalement on n'a pas eu de retour. Par contre, toutes les données scientifiques, mais absolument toutes, depuis maintenant donc plus de 4 ans, montrent que c'est un dérèglement du système rénine-angiotensine à 100%. Il n'y a aucune donnée contradictoire. Tout montre que c'est un dérèglement du SRA. Et aussi, toutes les études sérieuses montrent que la vitamine D est complètement essentielle. Alors, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a certains articles qui sont faits pour démolir des produits. Ça, c'est clair. Il y a vraiment des études qui sont faites, par exemple, pour démolir l'intérêt de la vitamine D, pour démolir l'intérêt des inhibiteurs du système rénine-angiotensine, pour traiter certaines pathologies, mais ça devient extrêmement flagrant. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que les doses qui ont été choisies, c'est-à-dire le protocole expérimental qui est utilisé, a été choisi vraiment pour qu'on ne montre pas d'efficacité du produit. C'est-à-dire qu'on se met toujours dans des conditions à la limite inférieure pour pas que l'effet thérapeutique soit vu. Et c'est flagrant, aussi bien pour la vitamine D que pour les inhibiteurs du système rénine-angiotensine. Et donc, dans les titres de ces articles, on voit, ben voilà, pas d'efficacité de la vitamine D, ben, pas d'efficacité des inhibiteurs du SRA, pas d'effet, etc. Et après, donc, ben, dans la presse, on voit justement ces articles cités en référence pour montrer que le produit n'est pas actif. Ouais. Et c'est vraiment flagrant. Et dans la presse médicale, Jean-Marc, parce que je ne peux que rebondir et acquiescer à tes propos. Le pire de tout, c'est que dans la presse médicale, ils ne reprennent que le titre. La vitamine D est efficace. Il y a un autre exemple dans ce domaine, c'est les oméga 3. On a des milliers d'études qui montrent que les oméga 3 ont plein de propriétés, mais de temps en temps, il y a une étude qui est, comme tu le dis, juste faite pour arriver à des résultats négatifs. Et tout d'un coup, on a les oméga 3 sont dangereux pour le cœur. C'est-à-dire qu'on est presque à dire ça, quoi. Et il y a 100 études qui montrent que ça c'est utile. Et de temps en temps, il y en a une qui sort. Et alors là, ça fait les gros titres de la presse. C'est juste insupportable. C'est fait pour casser voilà. Des produits. Ouais. Et les médecins, on le sait, ne lisent que le titre. Hein. Et moi, je le vois, je lis la presse médicale tous les jours, comme toi, évidemment, comme nous tous. Mais c'est très intéressant de voir comment sont titrés les articles. Parce qu'on sait que les gens vont ne lire que le titre. Et suivant le journaliste qu'on commence à connaître, moi je repère les journalistes qui sont vraiment pro-labo, qui sont payés manifestement, ou c'est pas possible autrement, ils font un titre qui est complètement manipulatoire, parfois par rapport même à l'étude elle-même, et on sait que les médecins vont lire que le titre. Les médecins ne lisent pas les études. Oui. Et puis maintenant, bon, il y a une désinformation terrible, même dans des revues qui sont normalement scientifiques. Hein. Au grand public. Moi, j'avais vu un article, par exemple, de Sciences et Avenir, dont le titre était où on en est avec les molécules d'intérêt contre la Covid, avec 4 ans de recul et des données expérimentales dessus. Et il y avait donc un espèce de chapeau, un encadré, où il disait les molécules qui n'ont pas montré d'activité, et on voyait vitamine D, ivermectine, hydroxychloroquine, enfin on voyait tout. Bon, là, clairement, il n'y avait aucune base scientifique à ces données. Mais bon, les gens qui sont abonnés à ces revues, elles gobent tout. Hein. C'est-à-dire que quand on voit dans les gros titres que les produits sont inactifs, ils disent, voilà, il n'y a pas d'activité. Mais c'est clairement piloté, quoi. Vincent, tu as une expérience du Rocaltrol que moi j'utilise assez peu. Non, parce que je n'ai pas beaucoup d'insuffisants rénaux. Mais j'ai dégainé le Rocaltrol 2 fois il y a 2 ans.
Alors, je vais chercher la poso parce que je ne la connais pas par cœur, mais les 2 personnes ont parfaitement survécu avec une défervescence thermique à 48 heures et une amélioration non négligeable de l'état de santé. Bon, maintenant, ça peut être autre chose. Sur 2 cas, ça n'a aucun intérêt. Mais encore une fois, voilà, il faut savoir que ce produit existe et que chez l'insuffisance rénale, il ne faut vraiment pas hésiter. Et encore une fois, il ne faudrait pas dire oh, j'ai essayé chez un petit vieux insuffisant rénal et ça ne marche pas, la vitamine D. Bah, évidemment, mon gars, vas-y, apprends. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Voilà. Ouais. Mais Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi le dédrogil. Hein. Le dédrogil, voilà. donc, qui est d'intérêt notamment pour les insuffisants hépatiques. Hépatique, voilà. Puisque C'est ce que je voulais. le dédrogil, c'est du calcidiol, en fait, c'est de la 25-hydroxyvitamine D3. Et c'est celle, en fait, c'est la vitamine D3 qui est transformée, en fait, par le foie pour donner le calcidiol. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça active très, très rapidement le calcidiol. Parce que les cellules du système immunitaire peuvent l'utiliser directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin pour le calcidiol de migrer, en fait, dans le rein pour être transformé en calcitriol. Et il peut être directement utilisé par les cellules de l'immunité. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, enfin, j'allais justement parler de ça, c'est pour ça que je voulais, je posais la question sur le Caltrol parce que moi j'utilise non pas quasiment non plus, j'ai pas des cas d'insuffisants rénaux graves, mais le fait est que j'utilise beaucoup le dédrogil. Alors, tout à l'heure Vincent a dit vitamine D3, pas vitamine D2. Les avis sont partagés là-dessus. J'en ai pas du tout parlé dans mon topo. La vitamine D2, en fait, c'est la vitamine végétale. La vitamine D produite par les végétaux. Certains disent qu'elle est tout aussi efficace, elle est 20% moins efficace que la D3 à peu près. Donc, elle est pas, elle est moins efficace, mais certains trouvent qu'elle est bien, trouvent qu'elle est quand même bon, voilà. Donc, peut-être ne faut-il pas la rejeter, mais c'est vrai qu'on donne surtout de la D3. Alors bon, on en a en pharmacie de la D3 en gouttes, en ampoules, etc. Et toute la question se pose qu'est-ce qu'on donne comme vitamine D, à quelle dose, sous quelle forme? Et c'est vrai que le plus simple, alors, on n'a pas d'intérêt, on l'a dit au départ, on n'a aucun conflit d'intérêt avec aucun laboratoire dans ce domaine. Le plus connu, c'est le Zima. Et mais dans tous les cas, que ça soit cette marque ou une autre, l'expérience et les études montrent que les fortes doses, les ampoules à 100 000, les ampoules à 80 000, les ampoules à 200 000 sont moins efficaces et sont à éviter par rapport aux doses quotidiennes. Il y a eu plusieurs études publiées là-dessus. C'est assez logique. Le problème, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il y a un laboratoire qui vend des ampoules à 100 000 unités, qui a fait une très grosse publicité auprès des hospitaliers. Je pense que c'est le seul laboratoire qui doit être représenté dans les hôpitaux, parce que tous les hospitaliers qui donnent la vitamine D donnent des ampoules à 100 000 unités. Le vrai problème, c'est qu'ils ne dosent pas la vitamine D. Et cette forte dose de 100 000, évidemment, si on dose la vitamine D 15 jours après, on va avoir peut-être des valeurs normales, mais ces doses sont données pour 3 mois. Or, un mois après la dose de 100 000, on a déjà des taux de vitamine D sanguin qui sont mauvais. Et réellement, ça charge le foie et ça a une efficacité vraiment bien moins intéressante, sauf si on a besoin d'une dose de charge, un petit peu ce que tu disais Jean-Marc à un moment donné. Et il y a des études justement sur le Covid où ils ont donné 50 000, 100 000 unités tout de suite en dose de charge. Alors là, oui, pour agir en aigu, sur un Covid aigu, parce que ça fait monter beaucoup plus vite le taux de vitamine D. Mais dans ces études qui ont été faites sur les Covid aigus, la plus intéressante, et moi là, j'ai trouvé la plus pertinente en termes de chiffres, c'était l'étude espagnole qui a été faite avec le dédrogil, justement. Exactement pour ce que tu viens de dire, c'est que le dédrogil, comme c'est ce qu'on appelle une vitamine préactivée, en fait, on saute l'étape hépatique, eh bien, on va avoir une efficacité encore plus rapide. Et c'est vrai qu'en aigu, le dédrogil paraît, et là aussi nous n'avons aucun intérêt dans ce laboratoire, c'est tout à fait gratuit ce qu'on dit, le dédrogil paraît supérieur en cas de pathologie aiguë, par exemple pathologie infectieuse aiguë, sauf peut-être chez l'insuffisant rénal où il faudrait donner du Rocaltrol. Oui, c'est très puissant et c'est actif immédiatement. En fait, ça existe sous 2 formes. Hein. Ça se vend en liquide, donc il y a 208 par goutte, et ça se vend aussi en comprimé. Les comprimés font 166 microgrammes, ce qui fait à peu près 15 000 UI. Et en cas de forme très sévère, à ce moment-là, il faut un comprimé le matin, un comprimé le soir, donc 2 fois 166 microgrammes.
Alors, ce qui est important aussi, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'il faut se supplémenter aussi en magnésium et en zinc. Parce que le magnésium va être très important puisque 80% des personnes, en fait, manquent de magnésium. Et le magnésium est très important parce qu'il permet de transformer la vitamine D3 qui est inactive en calcitriol bioactif. Parce qu'il y a 2 étapes de modification, hein. On part de la vitamine D3 qui va être transformée donc en calcidiol, puis ce calcidiol va être transformé en calcitriol. Et il y a 2 enzymes qui sont impliquées, il y a une 25-hydroxylase et une 1-alpha-hydroxylase. Et ces 2 enzymes utilisent comme cofacteur le magnésium. Et comme 80% des personnes manquent de magnésium, ça veut dire que si on fait partie des 8 personnes sur 10 qui manquent de magnésium, à ce moment-là, on n'est pas capable de transformer la vitamine D3 en calcitriol bioactif. Et parallèlement, c'est bien de prendre du zinc pour être sûr qu'il y ait cette transformation. Bon, il ne faut pas avoir d'insuffisance hépatique ou d'insuffisance rénale, mais c'est bien de rajouter du zinc. Généralement, c'est 25 mg de zinc, hein, c'est entre 10 et 40 mg, parce que le zinc aussi est clé. Il y a 15% donc, des personnes qui manquent de zinc, et le zinc va être très important. D'abord parce qu'il est impliqué dans des tas de voies de signalisation cellulaire avec toutes les métalloprotéases à zinc, mais en plus, la vitamine D donc, agit sur les gènes, hein, comme on a dit. C'est que le calcitriol se fixe sur le récepteur VDR qui est à la surface donc de la membrane nucléaire. Après, il y a une autre molécule qui vient, c'est l'acide rétinoïque X. Ça forme un complexe ternaire. Il y a une translocation dans le noyau. Et dans le noyau, la vitamine D va pouvoir activer ou réprimer des gènes. Et il y a certains facteurs de transcription de ces gènes qui sont donc nécessaires pour que ces gènes soient exprimés et conduisent aux protéines d'intérêt. Et ces facteurs de transcription utilisent du zinc. Donc, utilisent comme cofacteur le zinc. Ça veut dire que si on manque de zinc, à ce moment-là, ces cofacteurs ne sont pas opérationnels et du coup, les gènes ne sont pas transcrits et donc la protéine correspondante n'est pas produite. Donc, c'est un petit peu le même effet que le manque de magnésium. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à avoir le plein effet de la vitamine D. Donc, l'idéal, c'est de prendre les 2. Jean-Marc, le problème du magnésium, c'est exactement le problème de la vitamine D et de l'iode. C'est la même chose. Quand on a 80% d'une population qui est carencée et que aucun message ne vient proposer aux gens de. Alors, moi, ce que je propose pour le zinc, c'est simple, c'est que les gens en prennent et puis qu'ils voient s'ils vont pas mieux. Mais à tous les coups, ils vont mieux, parce que de toute façon, ils sont 8 sur 10 à manquer de magnésium. Et quand ils ont une formule qui est à peu près digeste, on se retrouve avec des gens qui disent, mais docteur, je dors mieux, je suis plus angoissé, j'ai moins de problèmes d'éréthisme cardiaque. Et puis, alors, le top du top avec le magnésium, c'est des gens qui arrivent à baisser leur tension. Et généralement, c'est des gens qui sont sous diurétique, qui plissent leur magnésium et qui donc augmentent leur carence. Dès lors qu'ils prennent des doses importantes de magnésium, leur tension baisse et ils vont mieux. Donc oui, c'est ce magnésium fondamental. Oui. C'est un antiflippant en plus. Ah oui, bien sûr. Ça déstresse. Alors, il y a quelques questions. Il y a entre autres une question, c'est est-ce qu'on donne la vitamine D en gouttes, en comprimé? Il faut rappeler que la vitamine D est une vitamine liposoluble et donc il faut qu'elle soit mélangée à des graisses pour qu'elle soit bien absorbée. Donc les comprimés, a priori, c'est absurde, sauf d'être sûr de manger, d'avaler le comprimé avec du beurre, de l'huile ou un plat gras. La logique, c'est la vitamine D en gouttes sous forme d'huile, enfin dans un excipient huileux, la plupart du temps de l'huile d'olive, avec le moins d'excipients possible en dehors de l'huile. La plupart des vitamines D proposées en complément alimentaire naturel n'ont pas d'excipient à part de l'huile d'olive qui est bio. Et le Zima dont on parlait a très peu d'excipients. Et une huile d'olive, mais qui n'est pas bio. Voilà, c'est tout. Après, évidemment, des cas très particuliers. Jean-Marc, tu as parlé effectivement d'un équivalent du Dédrogil en comprimé. Alors, j'ai regardé, j'avoue que je ne le connaissais pas, pour être sincère, mais il s'appelle l'Usatel ou un truc comme ça. Je vais vous donner le nom exact, mais c'est très particulier. Il s'appelle l'Usadel. L'Usadel. C'est les comprimés de calcifédiol. Pour autant, c'est des grosses doses. Hein. De toute façon, tout ça, il faut voir avec votre médecin. Oui, c'est à peu près 15 000 huiles. Oui, j'ai même calculé 19 000 même. Mais c'est pas tout à fait le même poids que la vitamine D. Ah oui, c'est ça, c'est pas tout à fait la même. C'est pas le même poids. Hein. C'est pas le même facteur, oui. C'est pas le même poids parce que c'est le calcifédiol ou le calcidiol, hein, c'est la même chose.
et l'autre, c'est la vitamine D3, donc celle qui n'est pas modifiée. Et en réalité, ce qui est intéressant, enfin moi je le vois quand les gens ne montent, parce que évidemment quand on connaît la vitamine D, on va donner une supplémentation, on va adapter à chacun par notre expérience ou en fonction du dosage sanguin qu'on a vérifié, et on se rend compte que les 400-800 unités, ça sert à rien, ça marche pas du tout. Il faut au minimum 2000 unités en général pour arriver à des taux corrects, et quelquefois 3, 4, 5, 6000 unités. Je parle en prévention, puisque en cas de pathologie, on a dit on pouvait aller plus loin. Je sais qu'en cancérologie, certains donnent 10 000, 12 000, 15 000. Mais des fois, même à 6 000 unités de vitamine D3, ça marche pas, les taux remontent pas, parce que certainement, ils ont une insuffisance hépatique ou ils ont un polymorphisme génétique qui fait qu'ils transforment mal. Et dès qu'on donne le calcifédiol, c'est-à-dire le fameux dédrogyle, il suffit de 5 gouttes, 6 gouttes, 7 gouttes, c'est-à-dire une assez petite dose pour avoir des taux de vitamine D qui se normalisent et qui sont autour de 50. Et voilà, le seul défaut de ce produit, c'est qu'il a un excipient qui n'est pas terrible, c'est de l'antigel. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils ne fassent pas évoluer leur formule avec un excipient un peu plus naturel. Voilà. Mais sinon, c'est effectivement important. Donc, pour répondre à la question, plutôt pas de comprimés, plutôt des gouttes quotidiennes, ou éventuellement des gouttes tous les dimanches pour ceux qui ne veulent pas prendre tous les jours parce que ça les agace. Donc, ils prennent 7 fois la dose quotidienne le dimanche, et ça fonctionne bien. Voilà. Ouais, Ce qu'on voit beaucoup aussi actuellement, c'est qu'ils vendent de la vitamine dite D3, de lichen. Oui. Mais en fait, quelque part, c'est mensonger. Parce qu'il y a à la fois de la D2 et de la D3, mais il y a beaucoup plus de D2 que de D3. Donc, en fait, c'est de la D2, quoi. C'est du stéroïde. Je te remercie vraiment de me dire ça, parce que on a pas mal de labos qui nous proposent des vitamines D3 d'origine végétale. C'est pas possible. Les végétaux ne fabriquent que de la D2. Alors, j'ai pas eu l'occasion de leur poser la question en me disant, mais c'est quoi? Ça veut dire que vous transformez la D2 en D3? Ou alors vous rajoutez quelque chose? Parce que un végétal ne fabrique pas de vitamine D3. Alors, il y a peut-être certains végétaux, et c'est là où c'est le lichen, c'est un petit peu particulier, où ils fabriquent un petit peu de D3 apparemment, oui, mais c'est majoritairement de la D2. Et maintenant, il y a même une société qui produit de la vitamine D à partir d'insectes. Oui. Ça se développe en ce moment. Oui. Ils aiment bien ça reste des extraits, hein, mais c'est vrai que c'est toujours surprenant la vitamine D3 d'origine végétale, parce que évidemment, normalement, la vitamine D3 est d'origine animale, et qu'il y a des gens qui sont véganes, qui ne veulent pas en prendre, etc. Bon, après, la D2, encore une fois, peut marcher. Ce qui compte de toute façon, c'est de vérifier le taux sanguin après. Le grand problème, c'est que les gens prennent des choses sans rien vérifier, même des médecins prescrivent sans rien vérifier. Il faut vérifier si la prescription fonctionne. C'est-à-dire, si vous donnez un antidiabétique à quelqu'un, 3 mois après, vous vérifiez son taux de cholestérol, son taux de glycémie. Voilà. Le lapsus. Alors, aussi, ce qu'il y a, c'est que comme l'organisme est très bien fait, on a un système de régulation de la vitamine D. C'est-à-dire qu'on a une enzyme, parallèlement donc à la 25-hydroxylase et la 1-alpha-hydroxylase, on a une enzyme qui s'appelle la 24-hydroxylase et qui est capable de neutraliser la vitamine D. En gros, si notre organisme considère qu'il a trop de vitamine D, à ce moment-là, il active cette enzyme qui est capable de neutraliser la vitamine D3 ou le calcidiol. Justement, en ajoutant… C'est passionnant ça, Jean-Marc, parce que ça explique pourquoi les mégadoses ne sont pas efficaces pendant les trimestriels. C'est pour ça que les gens ont des taux ridicules très rapidement après avoir pris une mégadose, parce que précisément, il y a des systèmes d'inactivation. Voilà. C'est pour ça que quand on est au soleil, il y avait des études américaines qui montraient que les gars qui étaient les sauveurs là, en planche de surf, là, à slip rouge, qui allaient chercher les noyés sur les plages, ils avaient des taux très importants, mais qui à un moment donné, ça plafonne, ça monte pas au plafond. Et après, le foie fait oui. plus. Généralement, il faudra qu'on finisse quand même avec parler de nos personnes vieillissantes, plus de 60 ans, qui se ménopausent. Ces gens-là ont besoin aussi qu'on leur dise de ne pas se faire avoir par des messages publicitaires sur les produits laitiers. Prenez 4 fromages, plus 2 yaourts, plus machin, plus 208 vitamine D3. C'est faux.
C'est faux, c'est pas bon pour la santé. Il y a des calciums qui sont excellents pour la santé, calciums végétaux. Ceux-là sont à pousser à fond, mais certainement pas du calcium laitier ou des produits qui sont acidifiants. Donc, je pense, je sais pas si Eric, tu avais prévu d'en parler, mais prendre de la vitamine D, c'est très bien, mais si on croit qu'on a fini régler le problème en prenant la vitamine D et qu'on peut bouffer n'importe quoi, c'est complètement faux. Donc, attention. Et puis, moi, j'aime bien la K2, MK7 ou K2. Oui. La ménaquinone, ça, c'est le top parce que c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment génial parce qu'on a nos patients vieillissants ont a priori beaucoup moins d'emmerdements, de calcification de plaques et de problèmes lithiasiques. Bon. Alors, c'est pas compliqué. Alors, je ne sais pas si Eric voulait en parler, mais il faut essayer de faire des espèces d'apports au prorata de ce qu'on amène en vitamine D. Moi, j'avais retenu que la K2 MK7, il faut donner 20 microgrammes tous les 808. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Honnêtement, à Bruxelles, surtout. Honnêtement, Vincent, je ne crois pas à ça. Souvent, les gélules, elles font entre 100 et 600 microgrammes pour la vitamine K2. Et généralement, à partir de 100 microgrammes par jour, c'est bien. Alors en fait, la vitamine K2, elle est intéressante parce que l'effet secondaire de l'hypervitaminose D, c'est les dépôts de calcium sur les tissus mous, l'apparition de calcul au rein. Et justement, cette vitamine K2, elle gère l'homéostasie du calcium, c'est-à-dire elle empêche les dépôts de calcium sur les tissus mous. Ça veut dire qu'on peut prendre des très grosses quantités de vitamine D. Quand elle est associée à la vitamine K2, à ce moment-là, on n'a pas les effets secondaires potentiels de la vitamine D. Alors, je vais me permettre de moduler ce que vous dites, chers amis, pour deux raisons. Alors, j'avais pas mal travaillé sur la K2, j'ai écrit un dossier sur le sujet. C'est effectivement passionnant. Tout ce que vous dites sur son efficacité, son intérêt est absolument majeur. Et là encore, un truc complètement négligé par la médecine traditionnelle, alors qu'il y a des centaines de publications sur le sujet, que la K2 est essentielle pour l'ostéoporose, essentielle pour les calcifications artérielles et quelques autres petits trucs. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait qu'il y ait un besoin de K2 vitamine D. On peut prendre la vitamine D seule, on peut prendre de la K2 seule, on peut prendre les deux ensemble. Elles sont ensemble parce que ce sont deux vitamines liposolubles. Bien. Mais qu'il y ait un taux de K2 par rapport à la D3, personnellement, j'y crois assez peu. La K2, en tout cas, pour ce qui est des doses, là aussi, les AQR sont ridicules parce que les AQR, les apports quotidiens recommandés sont 75 microgrammes, alors que les études montre qu'il en faut beaucoup plus pour avoir les études qui marchent sur l'ostéoporose, les études qui marchent sur les artères sont avec des doses souvent bien supérieures, autour de 400 et même plus. Et pourquoi on a 75? Parce qu'en fait, le législateur a confondu la K1 et la K2. Et en fait, les AQR sont basés sur ce qu'on connaît de la vitamine K, qui est en fait la K1. Bon. Cela étant, là où je voulais me contredire un tout petit peu ce que tu disais, Jean-Marc, c'est que les calcifications ne sont pas liées à la vitamine D. Les calcifications sont liées au terrain acide. Et ça, je suis formel là-dessus. C'est parce qu'on a un terrain acidifié qu'on va calcifier. Sinon, il n'y a pas de raison de calcifier et de faire des calculs. On fout le calcium dans le rein, non pas parce qu'on prend de la vitamine D, mais parce qu'on est dans un terrain acide. Et ce terrain acide nous oblige à pisser notre calcium pour compenser l'acidose métabolique. Et ça, c'est une. Elle est liée aussi au dérèglement du système rénine-angiotensine. Ah oui, alors ça, c'est autre chose, ça, c'est ta spécialité. Je ne me permettrai surtout pas de contredire sur le système rénine-angiotensine. Mais le fait est que vraiment, cette notion d'acidose qui explique les calculs rénaux est absolument essentielle. Et c'est le truc qu'on oublie quelquefois, c'est de vérifier le pH urinaire. Et la K2 est utile, mais je crois sincèrement que ce qu'il ne faut pas oublier, alors Vincent l'a un peu évoqué, je n'avais pas du tout prévu d'évoquer ce sujet, mais Vincent l'a un peu évoqué en parlant d'alimentation et de l'alimentation acidifiante. Il n'y a pas que l'alimentation qui est acidifiante, il y a notre mode de vie, etc. Mais c'est quelque chose d'absolument essentiel pour les problèmes de calcification, parce que c'est vrai que vous avez raison de soulever la question. On nous accuse souvent de faire prendre des risques de lithiase rénale à nos patients en leur donnant de la vitamine D, alors que ce n'est pas vrai. Les gens qui font des lithiases rénales sont en acidose. Ils n'ont pas besoin de prendre de la vitamine D. Et d'ailleurs, la majorité des gens qui font des lithiases rénales ne prennent pas de vitamine D.
Donc, c'est tout à fait absurde. Et moi, je vais vous dire un truc, je donne de la vitamine D à tous mes patients et j'ai pas de lithiase rénale, hein, donc voilà. Je vais en profiter pour faire un petit insert de béotien et pour représenter aussi beaucoup de gens qui nous écoutent et qui, comme moi, n'ont pas vos compétences biomédicales. Je crois que ce serait intéressant que vous fassiez quelque chose de rapidement, qui veut le faire très pédagogiquement, nous expliquer quand tout le monde pense, tout le monde connaît vitamine A, B, C, D, etc. La plupart des gens ne savent pas qu'il y a D1, D2, D3 et peut-être d'autres d'ailleurs. Voilà. Donc peut-être nous dire un petit mot de ça et relier ça aussi avec la question d'alimentation qu'on a commencé à évoquer. Je pense que ce serait bien de terminer là-dessus, parce que la première base de la prévention et de la bonne santé, c'est tout simplement son alimentation. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc, vous l'avez évoqué comme ça, par-ci, par-là, en donnant des exemples. On pourrait le faire, je pense, de manière plus systématique. Moi, si j'ai bien compris, mais peut-être que mes connaissances sont pas du tout à jour, mais les vitamines D2, c'était précisément celles qui sont d'origine végétale, pour résumer, et D3 d'origine animale. Et puis, si on commence à lister un certain nombre de produits fondamentaux, bref, on en reparlera. Parler des poissons gras de manière générale, ça me paraît quand même, il me semble que c'est particulièrement concentré. Puis d'autres choses. Mais nous avons des nutritionnistes également. Ils en diront plus que moi. Donc, s'il vous plaît, de manière pédagogique, nous expliquer D1, D2, D3, parce que la plupart des gens ne connaissent pas ces détails. Et ça a rebondi en plus sur d'autres molécules que vous avez citées ensuite. Mais juste celle-là, puisqu'on est sur la soirée vitamine D. Oui. Bah, Jean-Marc, si tu veux parler des différentes vitamines D, tu le feras certainement mieux que moi. Et puis, moi, je veux bien parler d'alimentation avec Vincent après. Professeur Zabatier, vous avez 5 minutes pour nous expliquer les trois. Oui, ben, l'AD1, moi, je la connais pas, l'AD1. Hein. Moi, j'entends parler de D2, de D3, mais je sais pas, Eric, toi, t'entends. Non, Alors, je crois pas qu'il y ait de D1 ou alors. alors, C'est moi qui dis ça parce que comme il y a 2 et 3, je pensais qu'il y avait un avant, bêtement. Ah oui, normalement, il n'y a pas de 1. Ben, la dans les D2, aliments, la vitamine D2, c'est celle des plantes et de certains champignons, c'est l'ergocalciférol. La D3, c'est celle des mammifères, c'est le cholécalciférol, c'est celle qu'on prend généralement. Je sais par exemple qu'il me semble qu'à l'IHU, ils utilisent le stérogile qui est de la D2. C'est ce que j'avais entendu, hein. Non, je ne sais pas, mais voilà. Alors, les deux, effectivement, sont actives. Les deux sont actives. La D2 est considérée comme un peu moins active que la D3. Mais chez l'homme, hein, chez les mammifères, certainement que la vitamine D2 est plus active chez les plantes que la D3, hein, puisqu'elle est adaptée aux plantes, hein, forcément, puisque c'est la vitamine D des plantes. Bon, dans tous les cas, les deux sont intéressantes, avec évidemment un gros avantage pour la D3, quoi. Après, quand il y a un dérèglement du système rénine-angiotensine, donc souvent c'est associé à une insuffisance ou une carence en vitamine D, et ça met aussi en insuffisance ou en carence en autres vitamines, notamment les vitamines B. Parce que quand il y a un dérèglement du SRA, ça peut nous mettre justement en insuffisance en vitamine B, tout simplement parce que ça induit un phénomène qui s'appelle par exemple le SIBO, hein, c'est la pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle, et parmi les bactéries qui vont être perturbées dans le cadre du SIBO, ça va être les bactéries commensales de l'intestin grêle, et c'est elles qui nous produisent des vitamines D. Donc en fait, ces vitamines, elles sont un petit peu liées. C'est elles aussi qui nous produisent des vitamines K. Donc ça veut dire que quand il y a un dérèglement du SRA, c'est souvent lié à une insuffisance en vitamine D, mais ça induit une insuffisance en vitamine B, ça induit aussi une insuffisance en vitamine K. Et ça provoque justement des problèmes au niveau de l'homéostasie, au magnésium, au calcium. Voilà, donc ça induit des tas de problèmes. Ça nous met en carence donc toutes les vitamines B, hein, thiamine, B1, niacine, B3, il y a la cobalamine et B12, la pyridoxine, B6 et tout ça, enfin, la biotine, B8, et puis la choline, la B4. Et tout ça, ça nous met en carence. Voilà. Donc, quand on a un fort dérèglement du SRA, c'est bien aussi de se supplémenter en vitamine D. Un complexe de vitamine D. Vincent, tu voulais dire quelque chose sur la D? J'avais fait une recherche à une époque parce qu'on m'avait dit qu'il y avait 7 D3. Il y avait 7 vitamines D, de D1 à D7. Alors, j'ai cherché. Hein. Alors, j'ai tout de suite compris, parce que ça a été tout de suite annoncé, la D1, c'était une cagade de laboratoire. Elle n'a jamais existé, la D1.
La D2, la D3, on la connaît. La D4, la D5 sont a priori des vraies vitamines et la D6 et la D7 sont en fait des molécules qui sont dérivées de la D4 et de la D5 qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le rôle physiologique exact et si c'est vraiment des molécules réelles ou encore une fois des cagates de labo comme la D1. Donc voilà. Non, mais aujourd'hui, je crois dégradées. Ah, voilà. Donc ça peut être des molécules identifiées qui ont été dégradées en fait lors des processus extractifs. On a intérêt à rester focus sur D3 et puis un peu oublier la D2 à mon avis. Pour simplifier le débat, à mon avis, c'est bien plus simple comme ça. Il y a une vitamine D et demie, c'est la D3. Point. Oui. Alors, quelques conseils de nutrition pour terminer. Pour revenir sur des questions de nutrition. Juste avant, je vais répondre à 2 questions. Peut-on prendre du chlorure de magnésium? Oui, on peut prendre du chlorure de magnésium, mais c'est certainement pas le meilleur. Hein. Les glycérophosphates, les citrates sont sans aucun doute meilleurs. Voilà. C'est le bisglycinate. C'est le bisglycinate qui est le mieux absorbé. Ouais. En plus, il provoque moins de diarrhée. Après, il y a la forme citrate aussi qui a un avantage, qui est moins bien absorbée. Mais elle présente un avantage, c'est qu'elle permet de réguler le pH sanguin, l'équilibre acido-basique. C'est ça. Et puis, il y a la forme oxyde, elle, qui a un avantage parce qu'elle va faciliter le transport de CO2. Ouais. Alors, tu es le premier scientifique que j'entends dire que l'oxyde n'est pas un mauvais magnésium. Alors moi, je suis un clinicien, tu vois. Et le bisglycinate, je connais ça évidemment depuis le début parce que c'est un de mes amis qui avait travaillé sur la première forme de bisglycinate mise sur le marché. C'est beaucoup mieux absorbé. Sur le papier, c'est formidable. En pratique, ça marche pas mieux que le glycérophosphate. Et je trouve que les glycérophosphates sont très efficaces cliniquement. L'oxyde aussi, et l'oxyde n'est pas aimé parce que il est beaucoup moins absorbé. Les effets secondaires, mais par contre, honnêtement, ça peut marcher très très bien. C'est en fait l'oxyde de magnésium, c'est le magnésium marin. Voilà. Et les citrates sont évidemment essentiels parce qu'ils sont anti-acides, comme tu viens de le dire. On les utilise beaucoup dès qu'il y a un terrain acide. Bon, ça c'était par rapport au chlorure. Le chlorure de magnésium n'est pas un très bon produit, sauf que c'est un anti-infectieux et qu'effectivement des gens se soignent leur grippe, leur rhume, etc. avec du chlorure de magnésium. Bon, le défaut, c'est que ça donne la diarrhée. Et il y a une question, c'est la vitamine D3K2, c'est parfait, mais qu'est-ce qu'on pense du CDS, donc le dioxyde de chlore? Donc je veux juste faire une réponse à cette question. D3K2, c'est d'abord de la prévention. Enfin, la K2, c'est de la prévention, mais D3, c'est de la prévention des infections. On en donne à forte dose. Et là, il faut avoir ça avec un médecin. En cas d'infection aiguë, on l'a vu dans le Covid et on pourrait le faire dans les autres infections virales comme la grippe, mais ça, il faut le voir avec votre médecin. Et il ne faut pas confondre l'effet de la vitamine D avec l'effet d'un anti-infectieux comme le dioxyde de chlore, sur lequel je ne veux pas rentrer parce que c'est un produit vraiment à part, même si ça a beaucoup de propriétés qui paraissent très intéressantes. Voilà, pour répondre à Laurent et sur le plan nutritionnel, par rapport à la vitamine D, parce que c'est quand même le sujet de ce soir, c'est très compliqué d'avoir des apports en vitamine D suffisants. Pour avoir des apports en vitamine D suffisants alimentaires, il faut aimer le foie de morue. Il n'y a pas de secret. Il faut aimer les poissons gras et il faut supporter les œufs et il faut manger du beurre. Alors le beurre, contrairement à ce qu'on croit, c'est très bon pour la santé et ça ne fait pas monter le cholestérol si vous en mangez le matin. Et Vincent nous expliquerait que de toute façon, faire monter le cholestérol, on s'en fout. Mais ça, c'est un autre débat où il rajoutera ce qu'il veut. Non, mais je sais ce que tu penses. Bon, pour autant, le beurre le matin, c'est certainement excellent. C'est une bonne source de vitamine D et de vitamine A. C'est aussi de l'acide butyrique, c'est aussi plein de bonnes choses. Donc voilà, le vrai bon beurre bio. Et surtout pas, bien sûr, des margarines, qui sont des matières plastiques. Donc le beurre, c'est sûr. Les œufs, si vous les supportez, c'est une excellente source de vitamine D. Et en plus, c'est un très bon apport en protéines, avec un excellent cholestérol qui est absolument essentiel le matin. Il faut manger du cholestérol le matin. Donc, il faut 80 œufs, hein. 80 œufs par jour pour avoir les 4000 UI, pour avoir les 100 microgrammes de vitamine D. Ah oui, non, mais j'allais y venir. J'allais y venir, Jean-Marc. La dose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'allais finir mon petit laïus, mais je voulais expliquer quand même à la demande de Laurent ce qu'on pouvait faire. Mais c'est sûr qu'avoir des apports. Alors d'abord,
il faut savoir que l'alimentation ne couvre qu'un tiers des besoins, en théorie, hein, ça c'est la théorie. Bon, donc déjà, c'est une première chose. Mais de toute façon, c'est très difficile, comme je le disais, d'avoir des apports suffisants. Et il y a donc les poissons gras, bien sûr, voilà. Et le foie de morue, si vous aimez ça, mais c'est difficile d'en manger tout le temps, c'est un peu lourd à digérer. C'est 100 microgrammes de vitamine D pour 100 grammes d'huile de foie de morue. Voilà. Donc ça fait Donc, tout 4000 ça pour vous dire UI. quand même que si vous avez des fragilités, si vous êtes un enfant, déjà, vous avez intérêt à avoir une supplémentation en vitamine D systématique. L'alimentation ne suffira jamais. Si vous avez des fragilités, on peut dire après entre 20 et 40 ans, si vous êtes en pleine forme, peut-être que vous n'en avez pas besoin, peut-être, je ne sais pas. Mais à partir de 40 ou 50 ans, vous avez intérêt à faire votre taux de vitamine D, vérifier qu'il est bon, et s'il n'est pas bon, vous posez des questions, peut-être essayer d'améliorer votre alimentation, mais ça va être très compliqué d'avoir un taux de vitamine D sanguin suffisant. Et le soleil, c'est pas très efficace. Tout à l'heure, Vincent parlait des sauveteurs en mer en short rouge, mais sans aller jusque-là, moi je me rappelle les rares patients qui rentrent de leur été, de leurs vacances estivales avec un taux de vitamine D élevé sont quand même des gens qui sont restés beaucoup au soleil. Alors, moi, je suis pas un grand ennemi du soleil par rapport à la peau. C'est peut-être pas aussi grave que ce que certains disent, mais pour autant, il faut vraiment une exposition. Certains disent, oh là là, il suffit de s'exposer les bras 2 heures par jour à partir de 16 heures et ça suffit. Non, ça suffit pas. La plupart du temps, vous arrivez très difficilement à rester à 30 nanogrammes. Tout ça pour répondre à Laurent et pour dire, bah, on aimerait, dans un monde idéal, qu'une vie équilibrée avec une activité à l'extérieur régulière et une alimentation diversifiée suffise à avoir des bons taux de vitamine D. Chez certains, ça marche, mais malheureusement, à partir d'un certain âge, surtout, c'est insuffisant. Et réellement, il faut faire une supplémentation. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs d'environnement qui font qu'il y a plus de carences en vitamine D aujourd'hui qu'il y a 2 siècles, 3 siècles? Parce que ça veut dire comment faisaient les gens avant quand ils n'avaient pas de supplémentation en vitamine D? Peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils vivaient moins longtemps. Mais en tout cas, aujourd'hui, malheureusement, surtout l'hiver, en France, hein, je parle voilà, si vous vivez à l'île Maurice, peut-être c'est plus facile, j'ai pas d'expérience, mais en tout cas en France, l'hiver, sans une supplémentation sous forme de gouttes, avoir un taux de vitamine D suffisant pour la prévention des maladies, c'est presque impossible. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais pour moi, voilà. Donc pour répondre à ta question, Laurent, il y a des sources alimentaires, on les connaît, elles sont limitées, elles sont souvent insuffisantes. Jean-Marc l'a rappelé dans ses remarques. Et l'exposition au soleil, l'été, peut éventuellement suffire à garder un taux moyen correct. Moi, je sais que je fais beaucoup de dosage en septembre et les patients qui sont exposés sont à 30, 32, 35. Voilà, mais j'en ai encore eu un aujourd'hui à 19. Bon, voilà. Donc, vous voyez que même à la fin de l'été, il y a des gens qui sont très fortement carencés et il faut les supplémenter. Oui, je crois que là, le cœur du sujet, il est là. Le cœur du sujet, c'est de savoir si à l'avenir, si demain, la santé humaine pourra être atteinte avec une alimentation simplement nutritionnelle, avec une supplémentation nutritionnelle ou avec une supplémentation supra-nutritionnelle. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Parce qu'à la limite, on cherche pas à savoir si on peut se remettre à l'alimentation ou à la vie d'un gars au Moyen-Âge. On est au 21e siècle. Est-ce que si on augmente de manière importante nos apports en certains micronutriments, on pourrait pas aller beaucoup mieux que les gens du XXe siècle? Et alors, vous savez, évidemment, on parle de la vitamine D et de nombreux auteurs ont pris des doses astronomiques tous les jours. Hein. Les gars ont publié, ils prenaient 20 000 unités par jour pour traiter des psoriasis et histoires, et c'est publié. Donc, il y en a même un qui a fait un bouquin, les mégadoses. Donc, voilà, il a utilisé son corps pour voir ce que donnaient les mégadoses. Bon. Donc, quel est l'intérêt d'une supplémentation supranutritionnelle pour l'avenir? Et à mon avis, là, il y a de la science à développer, dont j'ai pas les solutions ou la réponse, mais ça va être passionnant dans l'avenir. Oui. Un dernier mot, monsieur? Ce qu'il y a aussi, c'est qu'au soleil, l'exposition au soleil, on produit de la mélanine. Et la mélanine perturbe la production de vitamine D. Elle interfère avec
avec la production de vitamine D. Et en fait, au bout d'un certain temps, même si on a une exposition toute la journée au soleil, on plafonne à 25 000 UI de production de vitamine D. Donc, en été, en s'exposant 15 à 20 minutes, on fabrique à peu près les 4 000 UI de vitamine D dont on a besoin pour une personne qui fait à peu près 70 kilos. Mais par contre, en hiver, pour avoir la même production de vitamine D, donc par exemple 100 microgrammes, c'est-à-dire à peu près 4 000 UI, il faudrait une exposition de près de 7 heures. Donc, ça a été déterminé expérimentalement, c'est à peu près 6h30. Donc, il faut une exposition beaucoup plus longue. Tout simplement parce que le soleil est plus bas, donc il parcourt une distance plus importante dans l'atmosphère et il y a une atténuation des UVB. Et donc, du coup, les UVB, en fait, ils frappent le 7-déhydrocholestérol qui se transforme en prévitamine D3 et du coup, il y a moins de production de vitamine D, quoi. Pour traduire ce que tu dis, Jean-Marc, pour les gens qui comprennent pas tous les mots, quand on produit beaucoup de mélanine, ça veut dire qu'on bronze. C'est ça que tu veux dire. Oui, c'est le pigment noir. Voilà. Et qu'on fait écran aux UV et que les UV ne peuvent pas traverser le revêtement cutané aussi bien que quand on est tout palichon. Voilà. Bon, mais pour autant, ce que tu dis est très intéressant et rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'hiver, c'est quasiment impossible parce qu'il faudrait 7 heures d'exposition à condition qu'il y ait 7 heures de soleil. Oui. Or, l'hiver, on les attend, les 7 heures de soleil en France. Donc voilà, donc oui, non, c'est. Bon, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on s'arrête sur donc, ces recommandations. Je ne sais pas si, et Eric, toi qui as la mémoire longue du CSI, que je n'ai pas, est-ce qu'on s'est déjà permis de faire des recommandations? Sinon, c'est une première, mais on l'assume. Alors, on a déjà fait, oui, des recommandations, mais là, si tu veux, je pense qu'il faut être très clair, je l'ai dit plusieurs fois, tout ça, c'est pour, et je le dis souvent, moi, quand je fais mes dossiers, quand j'écris des livres, mon objectif, c'est que les gens puissent avoir des éléments, et on l'a dit pendant le Covid aussi, les gens aient des éléments pour en discuter avec leur médecin. Il faut que tout ça soit supervisé par un médecin. La question ne se pose pas. Et ce qu'on essaie de donner aux gens qui nous écoutent, ce sont des informations pour qu'ils comprennent que ce qu'on raconte, c'est sorti de la science, que c'est de la science rigoureuse et que derrière, bien entendu, chaque cas est particulier et doit être analysé avec un professionnel. Il n'y a aucun secret là-dessus. Après, c'est sûr que si les personnes ne trouvent aucun médecin pour leur répondre ou n'arrivent même pas à accéder au médecin, puisqu'on a quand même un déficit dramatique de professionnels de santé aujourd'hui, bon, peut-être qu'ils vont se mettre à prendre 2000 ou 3000 unités de vitamine D naturelle cet hiver tous les jours. Et ils peuvent aussi aller dans un laboratoire, se faire doser la vitamine D si le laboratoire accepte, parce que très souvent les laboratoires refusent de doser la vitamine D s'il n'y a pas d'ordonnance. Bon, c'est un peu surprenant d'ailleurs, puisque de toute façon le patient va payer, hein. Voilà, mais donc on fait des recommandations nutritionnelles, mais à un moment donné, est-ce que le complément alimentaire est un médicament ou une recommandation alimentaire? C'est une question qu'on peut se poser. On a fait au CSI des recommandations du même type en disant aux gens, allez voir votre médecin, demandez-lui qu'il regarde votre vitamine D, puisqu'on avait déjà dit au moment du Covid, qu'il regarde votre taux de zinc, voilà, parce que c'est des éléments absolument essentiels, évidemment, de la même façon que lorsqu'on a évoqué des traitements du Covid, où on a dit aux gens, allez voir votre médecin ou essayez de trouver. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de groupes de soignants se sont réunis partout en France pour aider les gens à se prendre en charge. Alors, j'ai une petite anecdote. Vous savez, la vitamine D3, c'est celle des mammifères. Mais le chat, par exemple, le chat a aussi besoin de vitamine D, hein, puisque c'est un mammifère. Mais à cause des poils, donc, les UV n'atteignent pas la peau. Et donc, la vitamine D se fabrique au niveau des poils du chat. Et c'est le chat, en léchant son pelage, c'est comme ça qu'il ingurgite de la vitamine D dont il a aussi besoin, comme nous, pour bien faire fonctionner son organisme. Donc, vous voyez, la nature est bien faite. La production de la vitamine D, elle se fait carrément sur les poils, quoi. Et d'ailleurs, il n'y a pas de la vitamine D qui est extraite de la laine. De la laine de mouton. Oui, la laine de mouton, oui. Oui. Et donc ça doit être pareil, ça doit être un peu la même chose. Oui. C'est ça. Magnifique. Est-ce que quelqu'un veut encore ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut conclure? Et dans ce cas-là, je vais remercier les gens qui nous ont suivis, que ce soit là en direct ou qui nous retrouveront ensuite en podcast.
Et puis peut-être quand même leur donner rendez-vous, bien sûr, pour notre prochaine émission dans 15 jours, toujours le jeudi soir. Ce sera donc le 24 octobre. Et cramponnez-vous vos fauteuils. On va parler d'hydroxychloroquine. Merci à de tous. Marseillais. Et de Marseillais. Et de Marseillais en plus. Ouais, Il va tomber en donc, panne ton merci à émission. tous. Merci à Eric Ménard. Merci à Jean-Marc Sabatier. Merci à Vincent Reliquet. Merci infiniment à tous pour cette émission, le temps que vous nous consacrez. Et à très bientôt. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bye bye.